Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le mensonge de la fiction. 1. Roman et vérité réaliste. Le dispositif que nous venons de décrire esquisse une problématique autour de la question du vrai et du faux, en rapport avec la parole et la perception de la réalité. Cependant, il semble nécessaire tout d'abord de nous adresser à l'impérieuse revendication de la vérité qui se singularise face au partage entre vrai et faux. La vérité, affublée de l'article défini, se présente comme axiologiquement préférable à son double trompeur, le mensonge, cet allié des multiplicités et semeur de confusion. La vérité relève des pouvoirs de nomination du langage, sa capacité à identifier et à fixer le sens dans les mots d'Henri Michaud. Un nom est un objet à détacher. En tant que tel, la vérité nommée représente un point d'aliénation auquel le sujet n'est pas autorisé à se soustraire. Elle contraint celui-ci à reconnaître une proposition admise par tous ou un secret intime soudain dévoilé sous les espèces d'une vérité qui lui est propre. À ce titre, Céline a souligné dans les termes d'une boutade à quel point l'injonction de la vérité désigne le sujet dans sa dimension insupportable de déchet. Il y a quelque chose de plus horrible que le mensonge, disait Talleyrand, c'est la vérité. Si la vérité s'impose de manière aussi déplaisante et contraignante, c'est qu'elle participe d'un certain caractère du langage conçu comme un tout, comme un système où les signifiants coexistent dans leurs rapports différentiels et où le sujet se voit obligé de se reconnaître. Aussi la vérité se révèle-t-elle dans sa nature impérative, faisant remarquer à Roland Barthes que la langue est fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas empêcher de dire, c'est obliger à dire. À ce titre, l'impératif de la vérité apparaît comme l'envers de l'interdit, tandis que celui-ci invite à déceler une zone de transgression ou pointe une faille dans l'autorité. La vérité signe une aliénation où le sujet perd son autonomie, abdiquant devant une puissance absolue. Or celui qui s'éprouve comme assujetti à la vérité ne tarde pas souvent à réclamer celle-ci à son prochain, pour qu'elle conforte pleinement une attente préalable. Selon cette logique, la dénonciation d'une victime à son bourreau, fût-il institué par la légalité, ne témoigne pas d'un sens de justice mais représente un acte moralement répréhensible. La valeur univoque et absolue, la prétendue supériorité morale de la vérité favorise ce revirement pervers, ainsi que l'a remarqué Jean Beaufret, quand la vérité au sens d'adéquation oublie qu'elle se fonde sur la vérité au sens de dévoilement, elle devient vérité de subjugation et c'est la mort de la vérité. Considérée dans cette perspective, la vérité, loin d'être vraie, est éminemment fausse. Promue comme vertu morale, elle participe d'un régime d'amalgame qui fait appel à un idéal inentamé. La vérité fait valoir sa suprématie en rejetant la multiplicité, en se refusant toute incomplétude et s'arrogeant le pouvoir de bannir son double inconsistant, mais non moins éternel dans son insistance, le mensonge. Une telle distinction ne dissipe pas pour autant les difficultés, puisque vérité et vrai, faux et mensonger entretiennent des rapports d'une certaine contiguïté qu'il importe d'examiner. Car il existe un domaine où la fiction n'échappe pas aux critères du vrai et du faux, et qui représente un enjeu pour le mensonge littéraire. Il s'agit de la conception et la représentation de la réalité. La connivence entre le roman et la réalité date du XVIIe siècle, notamment avec Francion de Charles Sorel, et a connu son apogée au XIXe siècle avec le réalisme littéraire. Dans ses romans, le réalisme représentait un idéal où les auteurs s'efforçaient de restituer, avec le plus de fidélité possible, la vie. Chacun en connaît les réalisations les plus imposantes, le cycle des Rougon-Macquart de Zola ou la comédie humaine de Balzac. On est familier aussi avec les fameuses déclarations. Balzac, par exemple, proclamait sa fameuse concurrence à l'état civil, définissant son statut d'écrivain ainsi. La société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. La liberté exceptionnelle dont jouit le roman fait entrevoir des perspectives inouïes, certes, mais l'appel au réalisme suggère une fuite à l'intérieur d'une contrainte auto-imposée. Celle-ci peut se définir en fonction d'une conception de la vérité asservie à l'imitation de la réalité, la prééminence accordée à une théorie spéculaire de la vérité, l'adéquatio rei et intellectus. Puisant ses signifiants, ses représentations, dans le discours commun, les mots de la tribu,
Le romancier situe sa création en relation avec des étalons extérieurs, reconnus par tous, l'histoire, réalité géographique, valeurs morales, théorie sociale, idéologie, qui lui fournissent une caution permettant d'asseoir son œuvre en fonction d'une vérité et d'une rectitude intellectuelle. Ainsi, en matière de moralité, le roman peut répondre par le binaire classique, où Platcheret se voit autorisé au nom de Dosser, démarche dont Claude Simon voit l'apogée dans l'aspiration didactique du roman réaliste du XIXe siècle. L'écrivain donne une importance et un fondement à ses représentations, au moyen de signifiants assurés par l'autre du discours, définis et déterminés à l'égard de leur identité et leur usage. Or, si le discours commun, la conception d'une réalité, suppose la possibilité d'identifier avec certitude, cette identification se révèle problématique. En effet, un tout ne saurait se constituer qu'au moyen de l'extraction d'une part qui désormais fonde celui-ci, ainsi que le formule Jacques Lacan, le champ de la réalité, ne se soutient que de l'extraction de l'objet A qui pourtant lui donne son cadre. Dès lors, la réalité se pose comme une disposition signifiante à laquelle le sujet ne peut adhérer qu'à partir d'un point excentré, un point d'exception. On ne croit pas à ce qui s'impose en deçà d'une prise de conscience, à une vérité qui absorbe et envahit. On ne peut croire qu'à ce qui, mis à distance, participe des représentations et paraît digne de foi grâce à sa cohérence logique ou à l'adhésion du plus grand nombre. Qu'il s'agisse de la conception de la réalité ou du vraisemblable au sein d'un contrat de lecture, le tout auquel chacun adhère représente une véracité mitigée, conditionnée par la croyance qu'il institue. L'œuvre littéraire, par l'extraction dont il fait objet à l'égard des représentations communes, met en question la constitution même de cette réalité. C'est grâce à cet écart que le roman vient à se qualifier de mensonger, mais se montre apte aussi à participer au processus d'une vérité comme dévoilement. En raison de la structure paradoxale de la croyance en la réalité, le roman réaliste paraît hautement artificiel, ne pouvant affirmer sa véracité qu'au moyen de ruses qui incitent à la suspension de tout critère de jugement autre que ceux internes au texte. De nombreuses études critiques ont montré comment le roman réaliste prétend avoir abandonné les jeux d'illusion, livrant la réalité pour ce qu'elle est, se donnant pour le moment d'exception où l'art n'est plus mensonge. Comme dans son usage du passé simple, dont Roland Barthes a analysé la portée, le réalisme romanesque doit jouer double jeu, habillant le fait irréel des vêtements successifs de la vérité puis du mensonge dénoncé. Jean Genet met en lumière cette duplicité structurale dans Le Balcon. En parlant du rôle de Sainte Thérèse qu'elle doit jouer pour son client, Carmen demande à Irma quel serait le détail authentique et le détail faux, car le jeu fantasmatique, auquel les habitués du bordel se livrent, suppose que l'on n'y croit qu'à la condition de pouvoir ne pas y croire, que l'objet de croyance, promu en vérité, témoigne d'un choix, d'une adhésion conséquente à un mouvement de scepticisme. Irma discerne la même logique chez les révoltés à l'extérieur. Oui, je sais, il y a toujours le détail faux qui leur rappelle qu'à un certain moment, à un certain endroit du drame, ils doivent s'arrêter et même reculer. Le schéma permettant de rendre compte de cette logique, adoptant la forme du ruban de Mobius, serait le suivant. Les deux unités affectées du signe moins se croisent à l'endroit du sujet qui se loge dans la faille entre vrai et faux, là où ces deux indices se contredisent. Ce point de rebroussement, face à une certaine limite, donne existence à ce qu'on peut appeler une réalité, et qui, au lieu d'être un vrai intraitable, engendre des jeux et les rôles qui sont simultanément vrais et faux. Ainsi que le définit la maquerelle Irma, ils veulent que tout soit le plus vrai possible. Moins quelque chose d'indéfinissable, qui fera que ce n'est pas vrai. Ainsi, le réalisme littéraire se caractérise par sa mise en valeur de l'équivoque du langage, où le vrai et le faux, le factuel et l'inventé, l'objectif et le subjectif se croisent, réunis dans le tricotage intime dans un tissu continu et bien lié, sans que le lecteur s'aperçoive de ces changements continuels de référence dans l'ordre de la vérité. La vérité de l'objectivité et le mensonge du fantasme personnel avec sa façade de sublime se rejoignent dans une forme d'équivoque, comme deux versants du semblant face à une part imprescriptible où résonne la part du sujet. 2. Le doute, la faille dans l'autre. Dans la conception de la littérature qui a prévalu jusqu'ici, la vérité et le mensonge trouvaient à se compléter, assurant l'efficacité de la représentation analogique fondée sur le comme si.
Le roman mentait, mais grâce à cet artifice, il proférait une vérité dissible, le système de la signification s'en trouvait rassuré. Cependant, les développements dans la représentation qui avaient été amorcés au XIXe siècle, l'art pour l'art, la poétique de l'absence de Mallarmé, le bouleversement annoncé par Rimbaud, ont trouvé un aboutissement inattendu au XXe siècle, évolution qui change radicalement les enjeux du mensonge et la vérité en littérature. Il nous faut examiner cette mutation qui a conduit à la généralisation du mensonge et la perception d'un réel au-delà de la vérité. A. L'infigurable, un bouleversement du vrai. Au XIXe siècle, le système des représentations demeurait assuré par des idéaux qui autorisaient une téléologie, l'espoir de commander au devenir humain dans la lutte sociale, la maîtrise des origines dans la pensée universitaire et la découverte de l'évolution des espèces conduisant à son couronnement dans l'apparition d'une conception de l'homme. Dans les représentations littéraires, les romans décrivaient des parcours charpentés par le conflit de leurs héros avec le monde extérieur. Fabrice Del Dongo s'achemine du champ de bataille de Waterloo à la paix de la Chartreuse, dans le Père Goriot. Rastignac fait son apprentissage de la vie sous la Restauration, quittant l'innocence de la campagne pour s'affronter aux turpitudes de la société parisienne. Dans ces progressions conventionnelles, la vérité s'assurait à partir d'un idéal et de la conception d'une réalité stable, un ordre établi qui incitait à la transgression en même temps qu'il en dessinait les limites. La stabilité de cet ordre, garantissant la vérité, se trouve radicalement bouleversée au XXe siècle. L'effondrement des idéaux, la démonstration de l'échec de l'universalité humaniste se produit dès la Grande Guerre et au cœur du siècle, la Shoah. L'horreur de la Première Guerre mondiale, ce que celle-ci a révélé comme force incompréhensible et incontrôlable au sein même des entreprises humaines, battit en brèche la structure du monde antérieur. Ce qui autrefois se vivait comme des malheurs intégrables au champ de l'humain, toucha ici à l'esthétique dans sa possibilité de figurer, de représenter. En conséquence de cette rencontre qui a inscrit un irrémédiable, les autorités ne peuvent plus se prétendre porteuses d'une parole fiable, garante d'une téléologie où la place du citoyen s'inscrirait par le biais d'héroïsme, pour la plus grande gloire de la patrie, où les valeurs occidentales pouvaient donner à leur universalité une extension et une matérialité impérialiste. L'humain se voit composé de quelque chose qui n'entre pas dans cette finalité, qui n'est plus porté par les justifications sociales. L'homme fauché sur les champs de bataille dévastés, déchiqueté et pourrissant, est irrécupérable par la collectivité, sauf comme soldat inconnu, et insupportable pour lui-même. On mesure alors l'ampleur de la bascule effectuée. L'horreur ne peut plus se doter de l'habillage du maudit, de l'infernal ou du satanique, tel qu'on l'a trouvé chez les écrivains du XIXe siècle, comme Baudelaire, Rimbaud, Hugo ou Zola. Il n'y a plus de théologie pour garantir que le mal soit porté au compte d'une divinité, capable de racheter le péché. Comme le formule Zoran Music à la sortie des camps d'extermination nazis, l'art a domestiqué tous les domaines du monde visible et invisible. Mais il ne semble pas avoir domestiqué l'horreur. Après l'universel, ce qui réunit l'humanité en tant qu'elle se reconnaît comme humaine, on rencontre ce qui n'est pas partageable, ce qui est propre à chacun, inaliénable et qui représente l'envers de cet optimisme. On découvre que ce qui est propre à l'humain, c'est aussi cette dimension qui s'excepte de l'universel et qui le fonde. Cette part, nommée par Lacan objet A, permet la formulation suivante, ce qui est signifiant et ce qui est commun, tandis que le petit a, lui, est propre au sujet. Dans l'horreur, dans la boucherie humaine ou inhumaine, on rencontre ce qui est opaque, réfractaire au registre du sens. L'objet qui constituait le tout limité, sens, ordre politique, en dessinant son bord extérieur ouvre sur l'illimité, une dimension radicalement hors la loi. La portée du mot objet change en conséquence et la matérialité acquiert une toute autre dimension que sous le régime réaliste. Face à l'encombrement de l'univers balzacien, à son épaisseur et son caractère hautement imagé qui s'impose comme une vérité extérieure maîtrisée, significantisée, la rencontre avec l'horreur découvre que l'objet gît au cœur du sujet. Il est la chose que celui-ci ne peut reconnaître et qu'il atteint en son plus intime. Dès lors, ce qui se nomme objet ne sera pas de l'ordre du banalement matériel, de ce qui se réduit à une forme imagée, spécularisable. Pour nombre d'auteurs modernes, à commencer par Proust,
ce qui s'appelle objet est invisible, ce à quoi l'œuvre d'art seule confère la visibilité. Ainsi, Genet évoque la création d'Alberto Giacometti. Toute l'œuvre du sculpteur et du dessinateur pourrait être intitulée « L'objet invisible ». Gérard Wageman l'affirme au sujet de l'art plastique, en réfléchissant à partir du film de Claude Lanzmann Shoah. Or, tout ce vers quoi les œuvres qui orientent l'art du siècle semblent le plus fondamentalement et le plus obstinément tendues, c'est inscrire le manque au cœur absolu de l'œuvre, le vide, l'absence, les montrer le trou. Force est de constater que le rien ce n'est pas rien. Et Wageman de poursuivre, confirmant la portée de cette observation. Voilà donc la science comme moderne qui croise l'art comme moderne, en ce point où pour chacun, le titre de moderne se supporte d'une déchirure du sens et de la ressemblance. De cette façon, le monde réputé objectif, corrélé à la vérité soutenant la réalité, se trouve miné et ramené dans le champ du sujet, laissant apparaître un abîme que ne recouvre aucune représentation. Ainsi, chez Claude Simon, l'époque moderne ouvre sur l'infigurable et l'insupportable pour l'humain. Dans les Géorgiques, il en situe le surgissement au moment de l'exécution du roi lors de la Révolution, décrivant en parallèle sa propre expérience de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que les lois universelles et les droits de l'homme s'énoncent au grand jour et appliquent leur ordonnancement à tous, il se révèle une part que ne régit aucune loi, qui présentifie une démesure hors de toute règle connue, 385. Les lois nouvellement formulées engendrent leur dehors, sous les espèces d'une violence à l'état pur, d'absolue liberté, 426, cette même violence que rencontre le personnage du cavalier de 1940. La soudaine révélation qu'il ne s'agit plus là de quelque chose à quoi l'homme est tant soit peu part mais seulement la matière libérée, sauvage, furieuse, indécente, se déchaînant par une sorte de revanche sur l'homme, de vengeance aveugle, dément. Partant d'une conception de la vérité comme arrimée à l'universel et aux idéaux, dans un monde significantisé, représentable dans tous les excès de la violence, le monde moderne détrône l'idéal, le divisant entre le signifiant et un objet hors représentation, l'horreur qui habite l'intime du sujet. La vérité s'en trouve ébranlée, devenant hautement problématique, en même temps que les représentations sont frappées de soupçons, réputées pétries de mensonges. B. La structure langagière, de la performativité à l'incertitude. Le second élément qui détermine une nouvelle orientation dans la question du mensonge et la vérité au XXe siècle, c'est prenant la relève des symbolistes, la primauté accordée au langage. Au lieu que les représentations puissent se supposer transparentes, laissant apparaître le monde comme un donné objectif extérieur à l'homme, elles se révèlent structurées par la dissociation mise en valeur par Saussure entre signifiant et signifié, résumée par la notation SS. La conception des systèmes de discours comme des tout cohérents gouverne l'élaboration de Michel Foucault qui, dans Les mots et les choses, a discerné des épistémès qui, durant 5 siècles, ont successivement présidé aux entreprises du savoir en tant qu'horizon du possible. Pour sa part, Lacan traitait de l'inconscient structuré comme un langage, non comme simple effort pour mettre à jour des traumatismes factuels ni pour dévoiler une intériorité mais situant l'inconscient comme le discours de l'autre. Il élabore une théorie où conscient et inconscient, au lieu de s'opposer comme surface et profondeur, extérieur et intérieur, se révèlent solidaires, deux faces d'une structure unique. Aussi n'est-ce pas une simple boutade que d'affirmer que la conscience ressemble à l'inconscient à la négation près. De là il résulte que ce qu'on appelle la réalité n'est pas distinct de l'inconscient mais au contraire, elle participe du fantasme, prenant de celui-ci sa structure. Le langage participe ainsi de la profonde unité de l'humain, où réalité et fantasme, l'individu et la société sont noués. Ainsi, chez Proust, le monde extérieur revêt une fonction subjective puisque l'individu et la société sont tous deux déterminés par les représentations langagières, ce qui conduit le narrateur de Sodome et Gomorrhe à déclarer au sujet du comportement de ces personnages, que les peuples, en tant qu'ils ne sont que des collections d'individus, peuvent offrir des exemples plus vastes, mais identiques en chacune de leurs parties. Cette unité ne consacre pas cependant une assimilation représentationnelle car elle appelle sa contrepartie dans l'infigurable. La vérité structurale du langage, son opération formelle, repose sur une annulation du sens, tout comme elle dénie une matérialité extérieure que la représentation aurait pour mission d'imiter. L'effondrement des aspirations de maîtrise inhérentes au réalisme découvre la structure langagière de la création littéraire et ce qu'elle recèle, ou produit de non-ressemblant.
En tant que telle, la structure n'est pas visible, seul l'effet de signifier déploie un voile d'imaginaire favorisant l'illusion réaliste. On le constate lorsqu'on considère un poème, dans lequel on ne songerait pas à chercher l'expression d'une vérité conceptuelle ou une représentation ressemblante, ainsi que l'a souligné Apollinaire. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. En effet, si le roman se concevait comme un jeu déterminé par des règles purement formelles, le problème de la ressemblance entre le monde et l'œuvre, entre l'auteur et ses personnages, serait résolu. On ne s'attend pas à ce qu'un sportif agisse dans la vie de la même manière que sur le terrain de football, ni qu'un jeu prenne modèle sur la complexité de l'ensemble des relations humaines. Considérer le langage du point de vue structuraliste comme une totalité de différences, conduit à le poser comme une vérité performative, selon l'axiome « la structure c'est du réel ». À ce titre, il serait à l'abri du mensonge qu'induit le registre de la signification. Sur le plan littéraire, la suprématie de la vérité langagière aboutit aux affirmations puristes d'un Valéry. Pour celui-ci, la poésie libère le langage du poids de sa fonction référentielle pour le porter vers la pure forme et la réalisation de l'être. Par comparaison, le roman paraît n'offrir qu'une réalisation débile, étoffée d'une verbosité arbitraire et superflue, entretenant la complaisance du lecteur dans l'illusion référentielle, ainsi que Valéry a pu la critiquer dans son fameux rejet de la phrase « La marquise sortit à 5 heures ». La poésie se concevrait comme le résultat d'une épuration de l'accidentel de la prose, d'un divorce d'avec celui-ci, c'est bien le non-usage, le non-dire qu'il pleut qui est son affaire, et tout ce qui affirme, tout ce qui démontre qu'il ne parle pas en prose est bon chez lui. Cependant, la prétention d'accéder à la vérité par le biais d'un formalisme délesté de sa dimension signifiante, imposant son absolue nécessité, ne permet pas d'évacuer l'effet de sens qui reste comme un excédent mensonger. En outre, la modernité dans notre littérature se caractérise par un certain ébranlement des conventions génériques qui assuraient la stabilité des représentations vraies. Dès lors, les repères que le roman offre pour établir la vérité se trouvent fragilisés. La réalité ne constitue plus un étalon sûr pour authentifier les représentations. Les conséquences de cette évolution deviennent plus apparentes quand on situe celle-ci dans le sillage des formes classiques de l'épopée et de la tragédie. Jean-Pierre Vernant note que la tragédie grecque remplaça l'épopée au moment où l'avènement de la démocratie mettait en cause l'autorité des dieux. Le héros cesse de se présenter en modèle, comme il l'était dans l'épopée et la poésie lyrique. Il est devenu problème. Dans l'institution démocratique, l'homme s'appréhende comme un sujet, auteur de son propre destin, bien que celui-ci l'attache encore à l'univers des dieux, remplaçant la vérité révélée par la problématisation. Alors que l'univers de l'épopée reposait sur une logique où l'homme était aliéné aux dieux, où ceux-ci détenaient la vérité de l'homme, la tragédie annonce une opération de séparation, où la primauté des dieux s'affirme comme défaillante. Dans la solitude qui en résulte, l'homme s'affronte au caractère faillible de ses représentations, de leur fragilité foncière. Le roman porte la marque de cette rupture et de cette solitude, ainsi que le souligne Milan Kundera. Loin que le roman autorise l'impérialisme de la vision réaliste, il est le domaine où les dieux sont morts, où aucune vérité n'est garantie. Comprendre avec Cervantes le monde comme ambiguïté, avoir à affronter au lieu d'une seule vérité absolue, un tas de vérités relatives qui se contredisent. Posséder donc comme seule certitude la sagesse de l'incertitude, cela exige une force non moins grande. Cette même évolution se poursuit dans le passage du roman réaliste à ce que l'on a pu appeler, faute de mieux, le nouveau roman, où la valeur référentielle des représentations est mise en cause, où celles-ci révèlent leur caractère d'artifice. Délesté des recettes génériques, le romancier, comme Proust l'a magistralement démontré, devient énonciateur de sa création. L'auteur ne s'efface pas devant un monde réputé unifié et consistant, mais en tant que sujet d'énonciation, il s'élabore à travers ses représentations, devenant visible dans les failles de celles-ci et se faisant entendre comme la voix qui les traverse. Loin de relever d'une complaisance narcissique, cette subjectivité s'entend comme une rencontre avec la défaillance des vérités et la mise en lumière des représentations comme frappées au coin du mensonge. C'est de la défaillance de la signification à la réalité du mensonge. De ce qui précède, la rencontre avec l'horreur innommable, la primauté du langage,
il découle que le langage se fonde sur un manque à signifier, prenant existence dans un point d'exception, un point d'incohérence ou d'erreur. Ce qui fonde nos représentations n'est pas un référent adéquat, garant de l'adéquation SS, mais une absence qui fait que le signifiant avant tout rate son objet, qu'il inscrit ce manque. L'erreur est alors indissociable de la recherche de la vérité, ainsi que le remarque René Daumal qui cite le calendrier à titre d'exemple. Au commencement, il y eut une erreur de calcul. La vérité serait une, mais l'erreur prolifère. L'homme la pourchasse et la découpe en petits morceaux, dans l'espoir de la résoudre en grains de vérité. Mais l'ultime atome sera toujours en son essence erreur de calcul. Loin de pouvoir asseoir leur prétention à la vérité sur la constance des significations, les discours incluent en eux l'erreur fondatrice, conduisant à la conclusion que le langage ment, quelle que soit l'intention du sujet. Même les discours les plus rigoureux s'en trouvent affectés, ainsi que le souligne Vladimir Jankélévitch. Les erreurs sur les doctrines, à leur tour, ne constituent-elles pas l'histoire de la philosophie au même titre que les doctrines elles-mêmes? Pour sa part, Roman Kassev alias Émile Ajar alias Romain Gary déclara dans une phrase où le mot imposture exprime un défi lancé à l'autre: accéder à l'authenticité en partant d'une imposture, avouer que ce serait assez beau. Or non seulement il existe au sein même du langage une erreur constitutive qui autorise le mensonge, voire qui le rend inévitable, on y rencontre une absence de garantie qui semble rendre accessible la capacité d'affirmer absolument tout sans réserve. Cette perspective d'une liberté infinie conduit Jacques-Alain Miller à avancer que le sujet est une inconsistance logique. Dès lors, un énoncé ne pourrait être jugé que selon des critères internes, au lieu d'être déclaré mensonger, il ne pourrait qu'être faux, incohérent, contradictoire ou tautologique. Or Jankélévitch remarque que, contrairement à l'ironie, le mensonge exige une référence à un objet extérieur pour être déchiffré. Comme nous l'avons vu, cet objet ne sera pas simplement l'objet matériel qui se trouve déjà inséré dans le réseau des représentations, logé dans un monde maîtrisé tel que le définissait la conception traditionnelle. Il trouvera son ancrage dans la part du sujet qui demeure hors identification, un point d'énonciation qui traduit une singularité imprescriptible, qui donne son fléchissement aux représentations, une déformation perçue comme mensongère voire hors la loi. Ainsi, sur une face du ruban de Möbius langagier, le sujet se conçoit comme une inconsistance logique, et sur l'autre face il se situe, comme l'explique Jacques-Alain Miller, à un niveau où il n'existe pas de contradiction, où, quel que soit l'énoncé, il sera toujours vrai. Quels que soient les mensonges que profère le sujet, ils ne cesseront de désigner celui-ci comme leur référent excentré de leur signification, ce qui se marque en creux et leur confère leur lestage. Par conséquent, le menteur se trouve dans l'impossibilité de raconter n'importe quel mensonge. La confrontation globale de ces contre-vérités fera toujours ressortir les ruptures et les inerties qui cernent l'inconnu subjectif. Le sujet se trouve alors immanquablement aliéné aux effets de sa mendacité, comme celui qui ne peut plus se défaire d'un masque qui reste greffé à son corps comme une seconde peau. Cette constance se situe du côté de l'irreprésentable et de l'insupportable, constituant le propre de l'instance de la lettre au sens lacanien du terme, le maltrace, comme l'a formulé Michaud. C'est en ce point que l'effondrement des garanties de la représentation met au premier plan l'écriture comme traitement du hors-sens. Une opacité dévoile l'imposture des représentations et les aliène à une vérité, qui reste réfractaire aux significations. À ce titre, le mensonge s'inscrit dans le réel, il ne se réduit pas à ce qu'il signifie, à ce qu'il veut faire accroire, mais il dessine un non-sens, l'impossible que porte l'écriture. L'articulation avec les grandes catastrophes du siècle nous l'a fait apercevoir. Le hors-sens n'est pas un simple manque ou une incohérence sur le plan d'une représentation du monde, en littérature, mais relève de ce qui constitue l'insupportable du sujet. Comme le souligne Lacan, le sens a charge d'être. Il n'a même pas d'autre sens. Seulement, cela ne suffit pas à faire le poids justement de l'existence. Chose curieuse, le non-sens, cela le fait, le poids. La littéraire relève d'un faire, poiesis, comme on l'a souvent affirmé, mais cette action ne se limite pas à la dimension imitative de la représentation. L'écriture fait exister à partir de ce qu'elle inscrit de réel, dans sa capacité à présentifier la chose absente. C'est ainsi que Francis Bacon concevait son activité de peintre, citant ces mots de Van Gogh. « Mon grand désir est d'apprendre à changer et à refaire la réalité.
Je voudrais que mes toiles soient inexactes et irrégulières, qu'elles deviennent des mensonges, mais des mensonges qui soient plus que la réalité littérale. Bacon emploie le verbe piéger, notant que piéger la réalité n'est pas limité, la reproduire à l'identique, ce que réalise l'illustration. Piéger la réalité, c'est la créer, l'inventer. Mieux encore, c'est la déclencher. C'est dans ce lien avec le hors-sens et avec le bouleversement des cadres de la représentation que l'on peut affirmer, à l'instar d'Oscar Wilde dans son célèbre Déclin du mensonge, que c'est la nature qui imite l'art. Le registre du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge trouve leur point de rencontre dans la lettre qui échappe à ces critères. Un reste, comme Jacques-Alain Miller en formule la dialectique, le vrai, le faux et le reste, situé en creux de l'élaboration littéraire. Invisible, cet objet se tient en deçà comme cause de la création, comme un impossible qui advient et devient possible dans la contingence de l'œuvre littéraire. 3. La structure ternaire, le mensonge de l'origine. Dans le passage qui conduit de l'adhésion réaliste au centrage sur le langage et l'infigurable, on peut discerner une mise entre parenthèses de la capacité du langage à signifier, à constituer une représentation unifiée, réputée vraie. Dès lors, on est amené à s'interroger sur la structure du langage qui, elle, se situe en porte-à-faux à l'égard de la symétrie rassurante de la signification. Si dans le langage, il n'y a que des différences, ces différences ne se disposent pas selon une configuration figée, régie par l'opposition de deux termes entre eux. Cette pensée dualiste apparaît plutôt comme la conséquence d'un amalgame visant à suturer la béance qui fonde le langage, promouvant la vérité comme valable pour tous, composée d'axiomes applicables, comme dirait Genet. À cet effet, la vérité dispose le monde selon des valeurs opposées telles que bon-mauvais, beau-laid, et repose son autorité sur un métalangage où les mots et les choses signifiant et signifiés appartiennent à des registres distincts, où un terme à barre sur son autre asservi. Or, si la structure du langage se réduisait à cette logique purement binaire, il suffirait de déceler le mensonge pour aussitôt rallier le camp de la vérité. Cependant, les choses ne sont pas si simples, comme l'a reconnu Courteline quand il s'exclama que les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. L'expérience de Marcel auprès d'Albertine en donne la vérification romanesque. Pour aborder les liens entre fiction, mensonge et vérité, et ce qui frappe toutes les représentations de fausseté, la répartition vraisemblable entre vérité et mensonge se révèle impuissante. Pour aborder cette dimension, il faut plutôt recourir à une logique ternaire telle que l'élabore la psychanalyse. Edmond Jabès en exprime l'intuition lorsqu'il écrit « Je vous parlerai du mensonge de la rose, du feu contenu de ses pétales, la rose est la plus féminine des fleurs, du chiffre 3 dont elle est le symbole. » La structure ternaire du langage s'exemplarise dans certains récits, tel celui de la Genèse où Adam et Ève transgressent l'interdit divin en mangeant le fruit défendu. La conséquence de leur acte s'exprime dans la honte qu'ils éprouvent à se sentir nus. Alors se dessillèrent leurs yeux, à tous deux, et ils surent qu'ils étaient nus. Genèse 3, 7. Cette première partie du récit se déploie en deux temps, le temps où ces personnages n'ont pas encore transgressé et celui qui suit la faute. Cependant, un tel battement double ne suffit pas au récit, car le couple primordial y demeure tributaire de l'autorité divine. Cette aliénation se manifeste dans le caractère réversible de leurs gestes et dans la possibilité d'évacuer toute dimension de mortalité. Elohim redoute en effet qu'Adam et Ève ne mangent ensuite du fruit de l'arbre de vie, pouvant alors connaître le bien et le mal et vivre éternellement comme lui. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, grâce à la science du bien et du mal. Maintenant il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. Genèse 3, 22. C'est alors que s'inaugure le troisième temps qui marque une coupure irréversible. Adam et Ève sont expulsés du jardin et cette séparation scelle leur destin. Dès lors, il n'existe plus d'autorité absolue, l'accès à l'état divin leur est barré par l'épée de feu, ne pouvant s'atteindre qu'au risque de basculer dans la mort. Il chassa l'homme et il installa à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme tournoyante de l'épée pour garder la route de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. L'intérêt que présente cette progression, c'est d'articuler la perte de l'origine au registre de la signification. En effet, le troisième temps de ce récit consacre la perte du jardin d'Éden et de la suprématie divine,
l'impossibilité de récupérer cette dernière au sein d'aucune élaboration humaine ultérieure. Comme l'a remarqué Freud en empruntant le terme Aristote, toute construction langagière est irrémédiablement marquée d'un premier mensonge, le proton-pseudo, qui la fonde et qui compromet toute prétention d'énoncer une vérité absolue. Conformément à ce récit biblique, la psychanalyse a discerné un mouvement à 3 temps dans l'instauration de ce qui s'appelle les semblants langagiers. 3 temps où après un premier temps nul, inaccessible au langage, l'aliénation au signifiant est suivie d'une séparation d'avec son autorité absolue. En suivant l'analyse d'Henri Reflot, nous pourrons noter qu'il se produit d'abord une première trace de perte, signe de la coupure brute, de l'absence absolue, qui viennent inscrire la perte d'objets que le sujet n'a jamais vus et qui ne seront plus tard réclamés par lui que pour n'avoir jamais fait partie de lui. Seulement quand se produit une répétition, le sujet accède-t-il au signifiant, qui a la fonction d'assurer la transduction d'un texte originaire perdu depuis toujours, et qui est le signifiant de la coupure, de la pure différence, en tant que tel impossible à écrire. Celui-ci, refoulé, ne soutient son existence que des effets qu'il produit lorsqu'il est à son tour représenté par tous les signifiants imaginaires qui vont venir prendre place dans la chaîne du discours effectif. Le passage du premier au deuxième temps marque l'aliénation du sujet à la chaîne signifiante, ce que le récit biblique situait au moment de la transgression de l'interdit divin. À ce stade, les signifiants possèdent une portée réelle et le sujet demeure soumis à l'injonction d'un autre absolu, maître de la vérité. En revanche, au troisième temps, le sujet se libère de ce système total, son autre est frappé du manque et la vérité ne saurait plus être que relative, circonstancielle. Celle-ci pourra surgir seulement à travers la continuité métonymique de la réalité, le semblant qui compose le discours effectif, comme étant déterminante de celle-ci. Quant à l'objet originel perdu, il sera opérant comme réel inaccessible ou posé dans la nostalgie, comme le temps mythique où le mot et l'être seraient solidaires. Henri Reflot résume ainsi cette logique. Tandis que dans l'aliénation, le sujet tombe sous le coup du langage, rejeté qu'il est de signifiant en signifiant par la séparation, en prenant sur lui le défaut du système signifiant, il se met en mesure de retourner sur l'autre la perte qui le constitue, c'est-à-dire de renvoyer à l'autre que la même barre les marque tous les deux sur le modèle de la repartie, qui t'a fait con, qui t'a fait roi. À la lumière de cette structuration, le chiffre 3 advient comme chiffre de la coupure, de la différence, de la perte. Cela signifie que le 3 n'est pas le terme qui permettrait, tel un observateur omniscient, d'aplanir les différences, de réaliser une synthèse adéquate et résorber l'opposition initiale. Un tel universel imaginaire ne fait qu'écraser la structure, la rabattant sur le face-à-face binaire qui, au mieux, assoit la primauté du métalangage, le langage conçu comme un outil pour manipuler et dominer une matière inerte. C'est pour déconstruire cette collusion imaginaire que Lacan a pu concevoir une structuration quaternaire qui décomplète le 3, rendant impossible la résorption de la différence. Le 4 fait objection à l'omnipotence du tiers du symbolique. Seulement au moyen de cette division peut-on dessiner la position tierce du signifiant du désir, le phallus. Grâce à cette structure ternaire, l'objet primordial inscrit une perte de ce qui n'a jamais existé, qui n'a jamais pris corps et identité dans le discours. Il n'existe plus que comme ce trou réel de ce qui demeure irrécupérable, une béance au sein du langage qui constitue le moteur de la parole. Dès lors, le discours effectif, composé d'explications, de justifications, d'une cohésion vraisemblable, se voit qualifié d'imaginaire ou de semblant, puisqu'il se révèle impuissant à traduire quelque chose de ce réel. En effet, Lacan démontre que le référent est toujours réel parce qu'il est impossible à désigner. Toutefois, si le langage ne peut nommer le réel, il ne cesse de l'inscrire comme son dehors, comme le lieu d'ancrage du discours où s'enchaînent la vérité et le mensonge, le balancement équivoque du vrai et du faux. Qu'il s'agisse du récit littéraire ou des discours à caractère référentiel, le langage manifeste une structure de fiction ainsi que l'affirme Lacan. L'impasse sexuelle sécrète les fictions qui rationalisent l'impossible dont elle provient. Cette impasse est celle du langage dans son impuissance à signifier sa propre vérité. En conséquence de cette impossibilité, le discours, les structures grammaticales, représentent un mensonge nécessaire et inévitable qui ne peut que tourner autour d'un réel infigurable. En raison de la rupture qui fonde les représentations à partir d'un proton pseudo,
les fictions se détachent des discours ambiants et ouvrent un espace sans commune mesure avec ceux-ci. Le nécessaire vient comme réponse à l'impossible. La dimension de vérité de ces récits ne peut se discerner qu'en se demandant, comme dans le cas de Scheherazade, face à quelle menace mortelle l'histoire prend son départ apparemment arbitraire, quel bourreau le conteur cherche à séduire. Le mensonge de la fiction soulève alors la question de l'incipit, l'endroit auquel le signifiant vient nommer ce qui précède, à la fois lui donnant existence et consacrant le refoulement d'un objet irrécupérable. L'inscription que réalise l'acte inaugural paraît ainsi plus révélatrice d'une vérité, impossible, que les effets de signifier dont elle permet le déploiement. Contrairement à ce que suggère la progression du récit, l'incipit représente un début absolu, ex nihilo. La première ligne de l'Innommable de Samuel Beckett l'indique de manière frappante. Où maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Julien Gracq souligne que le début d'un discours romanesque inscrit un départ irréversible. Le début d'un ouvrage de fiction n'a peut-être au fond d'autre objectif vrai que de créer de l'irrémédiable, un point d'ancrage fixe, une donnée résistante que l'esprit ne puisse plus désormais ébranler. Au début d'un récit, il ne s'agit pas d'adhérer à une réalité préexistante mais d'amorcer un discours, moment auquel advient une énonciation, ainsi que le remarque Claude Simon. On n'écrit jamais ou ne décrit jamais quelque chose qui s'est passé avant le travail d'écrire, mais bien ce qui se produit, et cela dans tous les sens du terme, au cours de ce travail. Par son incipit, le roman s'ouvre sur un fond d'absence, il consacre sa coupure absolue d'avec le discours commun, d'avec le langage référentiel. Le trait qu'inscrit le début du récit n'est pas ce à quoi le blanc sert de fond, mais au contraire, il est ce qui produit la page blanche, permettant à celle-ci d'apparaître comme antérieure. Il opère une coupure, consacrant ainsi l'extraction d'un objet qui rend possible la constitution d'un tableau. Dans cette perspective spatiale, graphique, Edmond Jabès décrit comment le zéro du néant fondateur devient après coup visible au moyen de l'inscription du trait qui fait l'unité de la représentation. L'un traverse obliquement le cercle. Le vide est visible à travers l'un. L'un est la visibilité du cercle. Paradoxalement, on constate que l'incipit, qui annonce et amorce une histoire, se formule au passé défini, comme si le récit décrivait des actions révolues. La narration se lance en avant, fonctionnant selon la modalité du futur ultérieur, puisque l'histoire n'aura été qu'une fois arrivée à son terme. Ce que Lacan affirme de la parole analytique vaut également pour le récit littéraire. Ce qui se réalise dans mon histoire n'est pas le passé défini de ce qui fut puisqu'il n'est plus, ni même le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j'aurais été pour ce que je suis en train de devenir. En ce sens, le roman commence sans justification préalable aucune, sauf toutes celles que le lecteur s'aventure à formuler a posteriori. Dans son départ absolu, hors signification, tout l'avenir du récit est contenu en germe, perspective qui inspire à Julien Gracq la remarque suivante. La vérité est que la somme de décisions sans appel, brutales ou subtiles, qu'implique toute première page, est à donner le vertige. Ce départ, à chaque fois absolument nouveau, n'est pas évacué dans l'écriture au profit du champ des significations. Dans l'écriture moderne, il ne se laisse pas recouvrir par l'illusion fictionnelle ou plutôt la fiction s'y révèle mensonge dès lors qu'intervient la fonction de la coupure et que la dimension de la lettre est perçue comme moteur du récit. En effet, ne dit-on pas que le menteur se coupe, puisque ses propos ne sont pas compatibles entre eux? Les deux éléments contradictoires brisent le champ des semblants, laissant le sujet face à la coupure originelle, le trait qui marque son aliénation. Sa parade s'effondre et le menteur se trouve mis à nu, à la manière du voyeur qui, avant qu'on ne le surprenne, pensait maîtriser un spectacle où il découvrait le secret de l'autre. Tant qu'il poursuit son invention, le menteur croit dominer la scène qu'il dispose selon la logique du vraisemblable, dans l'intention de leurrer les autres. En revanche, dès qu'il se coupe, il n'est plus libre de s'excepter de la logique de ses représentations, son masque s'effondre et il apparaît sous la forme de l'objet A, le déchet qui devait s'extraire de sa représentation fantasmatique pour en assurer l'ancrage. De la même manière, le déploiement du mensonge littéraire s'articule à la coupure pour faire advenir la part déchue, révélant le hors-représentation comme sa vérité et comme cause d'écriture. La fonction de la coupure est capitale dans les romans de Claude Simon, où l'écran de la réalité se brise selon la modalité du recoupement des figures binaires.
Dans La Route des Flandres par exemple, au lieu de mettre le héros Georges à l'abri de la mort, ses deux pères, le conventionnel et Rexach, l'y renvoient. Selon le récit, le conventionnel, ayant perdu la bataille, aurait cherché consolation auprès de son épouse. Dès son arrivée au foyer conjugal, une déroute sentimentale et privée s'ajoute à sa déconfiture militaire quand il trouve sa femme en compagnie d'un amant. C'est alors qu'il se brûle la cervelle. Enfin, la démission du conventionnel quitte le registre de l'imaginaire et prend une consistance réelle en son descendant, le capitaine de Rexach. Celui-ci conduit ses hommes dans une embuscade qui ne laisse que 4 survivants. Ensuite, choisissant d'ignorer les avertissements, il avance droit dans la ligne de mire d'un tireur ennemi et se fait abattre. Ainsi se dessine, pour Georges, la question de son propre destin. La mort représentée dans l'histoire du conventionnel passe au registre de la désignation mortelle et de l'abandon au moment de l'embuscade et du suicide du capitaine de Rexach en 1940. De l'embuscade, Georges sort la vie sauve seulement grâce à l'inquantifiable du hasard. La sangle de la selle était trop longue, l'empêchant de monter sur son cheval. La trahison paternelle traduit le caractère indépassable de ses expériences, produit de ce que l'on pourrait qualifier un double effondrement, où l'échec est redoublé par une démission. Ainsi le narrateur fait l'expérience bouleversante de ce que Maurice Blanchot appelle la mort de l'autre. La mort de l'autre. Une double mort car l'autre est déjà la mort et pèse sur moi comme l'obsession de la mort. Cette manière de redoublement déconstruit la structure ternaire du langage et met le sujet face au trou qui est celui de sa propre mort. Elle se distingue d'une simple défaillance dans la mesure où cette dernière préserve l'éventuel recours à une solution de rechange. Là où dans le roman de Claude Simon, l'effondrement du père se redouble, où il est question d'un acte de démission, tout recours s'annonce impossible. Aucun dispositif n'est en mesure d'entamer l'instance mortelle ainsi révélée et qui, par définition, demeure irreprésentable, exclue du langage. Cependant, survivant comme le démenti de la fatalité, Georges se trouve tenaillé par l'énigme de son existence que la représentation et la désignation ne sauraient épuiser. Cet exemple permet ainsi de saisir comment le vrai faux qui compose les représentations imaginaires, arrimé à la figure paternelle, peut se révéler mensonger, au profit d'un trait de coupure qui marque un vrai, appelé castration, et qui laisse percevoir l'infigurable du sujet comme fondement de ses constructions. 4. Équivoque et métonymie. A. Mensonge du multiple, unité du vrai. Un exemple tiré de Merlin, livre écrit par Robert de Boron au XIIIe siècle, permet d'éclairer la place cruciale du mensonge en son lien au récit et à l'écriture. Cherchant à discréditer Merlin aux yeux du roi Pendragon, un baron évoque la prédiction faite par le magicien concernant sa mort. « Sire, ce qu'il dit n'est que mensonge, puisqu'il me prédit 2 morts incompatibles l'une avec l'autre. » À la suite de ces 2 prédictions, cet intrigant propose au roi de mettre le magicien à l'épreuve une 3e fois en présence du roi. Le baron se déguise en un autre personnage, un homme malade. Merlin décèle la ruse et déclare que l'homme n'est pas du tout malade. Ensuite il lui prédit une autre forme de mort qui s'ajoute aux précédentes. Et je vais lui dire la 3e, plus étrange que les 2 autres, qu'il en soit sûr, le jour de sa mort il se brisera le cou, il sera pendu et il se noiera. Qui vivra jusqu'à ce jour assistera à ces 3 sortes de morts. Le fourbe exulte. Comment dirait-il la vérité, quand il prétend que le jour de ma mort je me briserai le cou, je me pendrai et je me noierai? De toute évidence, rien de tout cela ne peut arriver ni à moi, ni à personne. En effet, une telle prédiction paraît dénoncer sa propre fausseté puisqu'elle postule la jonction de termes réputés incompatibles. Or, contre toute attente, ce mensonge finit par s'avérer. Tandis qu'il traversait le pont à cheval, son palefroid trébucha et tomba sur les genoux. Le chevalier fut projeté en avant et dans sa chute il se brisa le cou. Il resta pris par ses vêtements, accroché à un des vieux piliers du pont, suspendu jusqu'à la ceinture, mais les épaules et la tête plongées dans l'eau. Merlin adopte la forme traditionnelle de l'oracle pour situer ce qui initialement paraît mensonge invraisemblable, mais qui rétrospectivement se présente comme parfaitement crédible. Cette dichotomie entre l'avant et l'après fait la matière même du mensonge, et confère au récit sa capacité de surprendre. Elle participe également au fonctionnement rétroactif du signifiant, tel que l'a formulé Jacques Lacan, sur le modèle de la théorie de l'information. Selon cette logique,
une phrase ou un récit ne suit pas la ligne droite d'une chronologie. De même, un message ne part pas de son destinataire en direction de son destinataire, dans un mouvement univoque. Au contraire, c'est la fin de la phrase qui confère à celle-ci son sens dans les mots de Beckett. C'est toujours le même murmure, ruisselant sans hiatus, comme un seul mot sans fin et par conséquent sans signification, car c'est la fin qui la donne, la signification au mot. Et c'est le retour du message à son propre destinataire qui donne à l'énoncé sa dimension d'énonciation. Seulement dans l'après-coup est-il possible de lire le message, d'en déterminer le sens et la portée. Dans cette perspective, Slavoj Žižek propose un autre exemple destiné à éclairer l'axiome lacanien, dans le séminaire sur la lettre volée, selon lequel une lettre arrive toujours à destination, cette destination étant le sujet énonciateur. Žižek part d'une reformulation en forme de boutade. Une lettre arrive toujours à destination puisque sa destination, c'est là où elle arrive. Il illustre sa démonstration à l'aide de l'histoire du garçon qui s'étonnait de l'improbable concours de circonstances qu'il avait réuni avec ses parents, puisque tous trois étaient nés à des lieux très éloignés, l'un de l'autre. Si nous considérons le processus rétroactivement, à partir de son résultat contingent, le fait que les événements aient pris précisément cette tournure ne peut que paraître troublant, comme recelant quelque signification fatidique, comme si une main mystérieuse avait pris soin que la lettre arrive à sa destination, que mon père et ma mère se rencontrent. 77. En effet, chacun des éléments de ce récit, les personnages, leurs actions, pris isolément, est parfaitement crédible et ne suscite aucun étonnement. Chaque chose appartient à ce que Corneille définissait comme le vraisemblable. Ces actions mêmes, accompagnées des inséparables circonstances du temps et du lieu. Le vraisemblable désigne ce qui constitue un décor où les composants sont compatibles, où ils s'assemblent pour construire un tableau à caractère réaliste, qui ne heurte pas le jugement de celui qui le contemple. Cependant, c'est au moment de l'articulation à ce que Corneille appelait le nécessaire, l'enchaînement des actions dans la forme narrative, que la logique de la rétroaction bouscule l'harmonie du vraisemblable, introduisant des coupures indispensables à la conduite d'un récit et qui font entrer en contact des éléments apparemment incompatibles. Conformément à cette lecture, dans l'histoire de Merlin, chacun des éléments pris isolément paraît parfaitement vraisemblable. Si le devin en était resté à une seule prophétie, on aurait trouvé le sort annoncé complètement crédible. Cependant, cette dimension atteint ses limites quand les éléments sont mis ensemble, paraissant incompatibles. Or cet effet n'émane pas d'une ruse pétrie de mauvaise foi, il participe de la structure même de la parole. En postulant l'unicité de ses propos contradictoires, le devin menteur met en relief les éléments antinomiques qui composent tout récit et auxquels la forme romanesque, dans son parti pris de multiplicité, donne de l'ampleur. Ce qui pose problème dans cette structure, c'est l'articulation du multiple et de l'unicité. Clément Rosset formule la question ainsi dans le contexte de ce qu'il appelle l'ambiguïté de la parole prophétique. Il s'agit seulement de comprendre que cette ambiguïté ne consiste pas dans le dédoublement d'une parole en deux sens possibles, mais tout au contraire dans la coïncidence des deux sens dont on ne voit qu'après coup qu'ils sont deux en apparence, mais un en réalité. L'unicité du récit s'impose dans son aboutissement, dans la réalisation de l'oracle. De même que les propos du menteur trouvent leur point d'ancrage dans le sujet d'énonciation, ce qui advient au héros du récit n'est pas un sort ambigu mais bien une conclusion unie. Clément Rosset souligne que celle-ci comble l'attente en se réalisant, mais la déçoit en biffant tout autre mode de réalisation. Ce que l'analyse de Rosset n'aborde pas, c'est la manière dont le double ou le multiple peut se résoudre ainsi, c'est-à-dire le caractère de cette bifure qui annule les autres formes de réalisation. Dans l'élimination d'un destin initialement envisagé, se trouve mise en cause l'idée du mensonge romanesque comme volonté d'étayer son réalisme par l'accumulation, par l'abondance du matériel descriptif. Ce que l'écriture moderne met en lumière à cet égard, c'est que des procédés comme la démultiplication des points de vue ou des pronoms, ces derniers occupent une place cruciale dans des textes de Duras comme Le Ravissement de Lolvestein, L'Amant ou Les Géorgiques de Claude Simon, au lieu de consolider l'illusion romanesque, inscrivent l'unité au sein même des incompossibles, désignant le trou fondamental où se loge le sujet d'énonciation. Dans ces démarches, au lieu de renforcer le caractère conflictuel propre au principe d'identité,
le mensonge écrit prend acte d'une perte qui autorise la coexistence de ces éléments antagonistes. Cette unicité s'inscrit dans une logique de rétroaction qui peut prendre le visage d'une certaine fatalité. Au cours du récit, le personnage vit au sein d'un milieu familier caractérisé par une homogénéité vraisemblable. L'aboutissement, annoncé par l'oracle, sort de ce cadre, paraissant absolument imprévisible, invraisemblable. En effet, du point de vue d'une histoire qui débute, toutes les possibilités semblent ouvertes, non encore jouées. Le narrateur et ses personnages jouissent de toute leur liberté. En revanche, vu rétroactivement, ce même aboutissement réussit à composer un tableau harmonieux, parfaitement vraisemblable par rapport à ce qui le précède, voire il semble inéluctable, amené par le nouage de fils cohérents. Le récit exprime, après coup, un degré de fatalité, comme s'il n'avait pu conduire à une autre fin. L'écriture d'un récit ouvre ainsi à une téléologie, grâce à laquelle Mallarmé pouvait affirmer que tout au monde existe pour aboutir à un livre. Clément Rosset remarque que cette disjonction affecte la conception du destin qui désigne, alors, non pas le caractère inévitable de ce qui arrive, mais son caractère imprévisible. Ainsi, dans le chiasme que compose la formulation de Zizek, arriver à destination, là où elle arrive, il ne s'agit pas d'un retournement superficiel et verbeux mais de la structure meubienne de ce que Lacan appelle l'instance de la lettre. Dans la protase s'affirme la nécessité, le caractère infaillible de ce qui advient. Dans l'apodose, on lit le caractère aléatoire de la réalisation, l'impossibilité de déterminer celle-ci d'avance. Cette articulation frappe le registre de la signification de son caractère mensonger, en l'arrimant à une part imprévisible qui ne cesse de lui échapper. Nous pourrions préciser que dans cette jonction, il s'agit de l'impossibilité de totaliser le commencement et l'achèvement. Chaque lecteur d'un récit en fait l'expérience, conduit par l'idée d'une nécessité qui réclame son adhésion, il suspend toute possibilité de remettre en question le récit en cours. Les signifiants que le récit met en œuvre se voient affectés d'un savoir supposé, doublé d'une intentionnalité mystérieuse, d'un sens énigmatique que la conclusion du récit s'emploiera à élucider. L'idée d'une divinité qui commande au destin permet de donner un visage à cet inconnu, d'imaginer que ce qui advient est ce qui devait arriver, ce qui était annoncé de tout temps. Cependant, en affirmant, comme l'oracle, l'unité des inconciliables, en posant une conclusion, le récit ne donne pas un nom qui annulerait le développement en l'incorporant, il n'offre pas une signification ou un fond qui effacerait la forme, la fin ne résume ni remplace le développement qui y conduit. Certes, le titre du livre apparaît souvent comme une annonce oraculaire qui définit ce qui se réalise seulement à la fin du texte. Le roman peut trouver son achèvement, dans une métaphore, comme le mot acacia, à la fin du roman du même nom par Claude Simon. Par ce biais, l'ensemble du livre s'affirme comme ce nouveau nom porteur de vie, un nom qui, préfiguré dans le titre, trouve sa confirmation à la dernière page de l'histoire. Cette métaphore nouvelle et singulière apporte la médiation qui faisait défaut pour le personnage principal, devant la tombe adoptée de son père. Ou encore, le temps retrouvé représente une conclusion magistrale qui prête son sens à l'ensemble de la recherche, ce cycle ne saurait se lire en l'absence du volume qui constitue sa clé de voûte. Or de tels achèvements, qui peuvent à l'occasion paraître comme de splendides assomptions, confèrent à l'œuvre son trait unitaire, mais on ne saurait y voir des synthèses totalisantes puisque le nom qui s'impose par leur intermédiaire ne nomme proprement rien. La conclusion pose un point de ponctuation opérationnelle, mais n'apporte pas de contenu signifiant. La fin d'un récit ne conceptualise aucune réalité dévoilée, si ce n'est l'œuvre réalisée dans son ensemble, avec toute son hétérogénéité et dans son existence matérielle. Plutôt qu'une synthèse, la fin d'un roman prend la forme d'une coupure. Par exemple, à la fin du Hussard sur le toit de Jean Giono, le héros Angelo se sent au comble du bonheur, en arrivant à la frontière italienne au seuil de son pays d'origine. La conclusion de ce roman réalise un effet de suspension qui laisse entendre un bonheur à venir, mais qui ne donne pas à lire sa concrétisation. De même, la chronique Un roi sans divertissement s'achève sur une phrase de Pascal qui complète son titre, Point est un homme plein de misère, sans pour autant apporter d'explications satisfaisantes aux actions du héros à la manière d'un roman à thèse.
Le titre d'un roman et la conclusion du récit ne réalisent pas une harmonie conceptuelle sur le modèle SS, puisque dans sa fonction d'énonciation, l'écriture témoigne qu'il n'existe pas de complément avec lequel un nom pourrait être mis en équivalence. L'achèvement d'un récit s'apparente plutôt à l'idée énoncée par Éric Laurent concernant la nomination. Le réel critère par lequel on pourra figer un système de nomination est un critère d'usage. C'est ce critère d'usage, la satisfaction éprouvée avec son accomplissement, qui définit la fonction de la fin d'un roman, le sentiment de son adéquation matérielle et non l'avènement d'une vérité conceptuelle. De cette manière, l'œuvre littéraire révèle son caractère circulaire, marqué par une autarcie décomplétée, comme dans La recherche du temps perdu où l'enfance à Combray est le produit du personnage de l'écrivain, arrivé au terme du temps retrouvé, volume qui à son tour renvoie à l'ensemble de la recherche dans une lecture infinie. Les parcours de lecture de cette œuvre se nourrissent de l'absence d'un complément susceptible d'apporter un arrêt au sens, une conclusion qui inclurait l'acte d'écrire dans le plan de la représentation. Par le même principe, le lecteur est convié à de multiples relectures de chaque œuvre littéraire puisque celle-ci est proprement inépuisable. Les recherches du sens s'y alimentent de l'absence fondamentale de sens. Dans cette circularité, le même vide absolu qui prenait corps au début du roman au moyen de l'inscription inaugurale de l'incipit se retrouve à la fin. La conclusion situe le tout à partir d'un point de manque, la coupure qui institue le sujet de l'énonciation. Grâce à cette coupure, la coïncidence unique, invraisemblable, inimaginable, caractérise la réalisation romanesque. Celle-ci apparaît comme un apax soustrait aux réalités qui constituent la matière du récit. Loin d'être généralisable à la manière d'un nom commun, le titre et le roman dans son ensemble a une valeur purement ponctuelle, annonçant un triomphe sur le vide. L'œuvre littéraire paye cette victoire par la portée limitée accordée à son extension signifiante, à la transmissibilité dans des mots de sa vérité. Ainsi, loin de simplement annuler l'incompatibilité, la coïncidence des contraires dans la construction narrative consacre l'impossible qui est l'envers du vraisemblable. Le registre du vraisemblable reste marqué par son caractère paradoxal, comme nous le fait remarquer Jankélévitch. Le vrai, dit Dostoïevski, est toujours invraisemblable, c'est le mensonge qui rend vraisemblable 88. Ce n'est pas Corneille qui par contraste avec le conformisme de Boileau contredirait ce jugement lorsqu'il allie le vraisemblable à l'impossible. On doit préférer l'apostrophe impossible croyable au possible incroyable, puisque selon Aristote, il y a des choses impossibles qui sont croyables. Le roman moderne fait reposer sa construction sur ces derniers axiomes, et non sur le mensonge réaliste. Aussi prend-il appui sur l'impossible comme constitutif d'un mensonge vrai, ainsi que l'exprime le narrateur de L'Innommable, de Samuel Beckett quand il s'exclame « Qu'on me demande l'impossible, je veux bien, que pourrait-on me demander d'autre ?» Malgré les sentences de cet écrit, Jacques le Fataliste, qui évoque, grâce au prestige du signifiant soudé à la lettre, la toute-puissance d'une volonté divine, garante de la vérité et maître du destin, l'oracle n'existe qu'au moyen de son mensonge, de son caractère équivoque. S'ancrant dans la coupure de l'incipit et celle de la ponctuation finale, le contenu signifiant se volatilise comme mensonge au profit du trou de l'impossible. Certes, c'est écrit, là où le sujet s'énonce, mais où ? Comment ? Quoi exactement ? L'avenir reste à écrire. Le roman rappelle la nécessité de répéter l'écrit, en l'absence d'une inscription définitive. L'écrivain et le lecteur sont appelés à réactiver ce manque, à s'assurer qu'effectivement, l'autre garant de la vérité est défaillant. Écrire, c'est opérer un vidage de sens au moyen de l'élaboration même de sens multiples, composant un mixte de vrai et de faux. L'écriture est infinie, et le mensonge qui en découle est appelé à se répéter encore, et encore. B. Réversibilité et équivoque. En fonction de la rétroaction signifiante, de l'impossible qui se cerne au croisement de la protase et de l'apodose, la lettre vient s'inscrire comme instance de réversibilité. Ainsi, de nombreuses figures d'écriture fondent leur réalisation sur ce principe meubien, paradoxe, sileps, oxymore, amphibologie. Il n'est pas nécessaire, pour postuler la jonction d'éléments hétérogènes ou contraires, de supposer l'existence d'un principe unique comme lieu d'origine, de croire à une surréalité où serait possible la coincidentia oppositorum. C'est, comme nous l'avons vu, grâce à l'absence d'origine, de point d'unité identifiable,
que l'écriture permet la rencontre des significations apparemment incompatibles. C'est ainsi que la lettre défait les identités de vrai et de faux, versant l'un au compte de l'autre, le mensonge avec sa part de vérité et la vérité entachée de mensonge. La lettre se situe à l'endroit de ce croisement, dans le creux où la fiction et aussi la tragédie classique fait nœud, se composant de ces anneaux nécessaires. Cette topologie révèle le fonctionnement de l'écriture dans sa réversibilité, ce qu'Henri Méchonic illustre à l'aide du vave renversif, mot qui se traduit par la conjonction et. Dans l'écriture biblique, l'écriture est alors une configuration de la réversibilité qui est sa logique. Il se trouve qu'elle est en analogie avec un tour particulier propre à l'hébreu biblique, et qui inverse dans les séquences narratives l'accompli en inaccompli, l'inaccompli en accompli. Vérité et mensonge participent d'une même structure, comme l'envers et l'endroit d'une même étoffe, phénomène topologique qui permet les constants renversements qui caractérisent l'écriture d'un Jean Genet et dont Sartre a pu tirer une imposante matière à triturer sous le nom de tourniquet. Walter Benjamin évoque cette structure meubienne de la lettre à la manière de la chaussette du dedans, qu'il cherchait à extraire et qui, lorsqu'elle était entièrement déroulée, avait fait disparaître la bourse de laine. Il en conclut : pas assez souvent à mon gré je pus ainsi faire l'expérience de cette vérité énigmatique. La forme et le contenu, l'enveloppe et l'enveloppé, la chaussette du dedans et la bourse sont une seule et même chose. Une seule chose et une troisième chose aussi, il est vrai, cette chaussette fruit de leur métamorphose. En raison de cette unité structurale de l'envers et l'endroit, il est impossible d'évacuer le mensonge de la vérité, de libérer l'énoncé de sa part d'énonciation. Le dire comporte toujours une part de non-dit, l'affirmation contient sa négation et à l'inverse, la négation suppose une affirmation préalable, sans que les deux contraires forment une paire symétrique. Même si c'est vrai, c'est faux, déclare Michaud, ce trait d'esprit permet d'inverser les termes qui le composent, sans autoriser ni leur soudure en un jugement de la vérité, ni leur renvoi sous prétexte de futilité. Le dispositif signifiant que représente le mensonge fictionnel est ainsi régi par l'équivoque, ce terme qui en lui-même était double aux yeux de Boileau, étant à la fois de genre masculin et féminin. Dans l'équivoque, il s'agit moins d'entendre un simple effet de polysémie, où la qualité différentielle de la langue fait résonner des significations multiples, analogiques alors à la multiplicité romanesque, mais un rapport au hors-sens, là où le sens fuit et inscrit le réel du sujet qui, lui, est seulement représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Il en va ainsi pour le psychanalyste qui cherche non à nourrir l'accumulation interprétative, mais à opérer un effet qui touche au réel. L'équivoque interprétative est bien plutôt une ouverture au pas de sens qu'au trop de sens. Ainsi, la fiction possède trois faces, proposant un vrai qui s'élabore avec du faux et inscrivant à travers cette opposition une part de réel. La fiction fait usage des mots de tous les jours, ceux qu'on emploie dans un usage référentiel, soumis au jugement de vrai ou faux, mais en raison de la mise en œuvre de la dimension de la lettre, on peut remarquer avec Svetan Todorov que la littérature est une parole qui, précisément, ne se laisse pas soumettre à l'épreuve de vérité. Elle n'est ni vraie ni fausse. Poser cette question n'a pas de sens, c'est ce qui définit son statut même de fiction. C. Relativité et métonymie. En raison de sa capacité de faire croiser les incompossibles, de dessiner la coupure du vide, le roman témoigne de son caractère métonymique, se montrant réfractaire à la domination que prétendent exercer la vérité ou à la pureté du formalisme littéraire. L'impureté est donc un autre nom du mensonge. Par voie de contraste, la pureté du poème, telle que la concevaient des poètes emblématiques comme Mallarmé et Valéry, aspire à évacuer toute dimension de contingent, le livre mallarméen qui élimine le hasard, et par l'acte de poésis à réaliser dans les mots l'incarnation de l'objet évoqué. Cette ambition est possible dans la mesure où le poème réduit la part de rétroaction signifiante, ce qui incite Julien Gracq à formuler la remarque qui suit. Il n'y a pas de doute que ce décalage vers l'avenir atteint son minimum dans la lecture d'un poème. Le poème en vers s'efforce d'élaborer une forme totalement présente, où l'articulation syntaxique et la progression de son début vers sa fin sont resserrées à leur maximum. Barthes nous rappelle qu'il s'agit là, d'une aspiration à la vérité, lorsqu'il remarque au sujet de la poésie moderne que le mot poétique ne peut jamais être faux parce qu'il est total. Ainsi, d'un certain point de vue,
Le formalisme ou le purisme littéraire ne fait que poursuivre les prédispositions métaphysiques qui confortent la domination du signifiant dans sa prétention de nommer l'être. La lettre écrite se propose dans sa matérialité, incarnant l'objet absent. Contrairement à cette orientation, le dynamisme métonymique du roman se fonde sur la rétroaction signifiante productrice d'une ellipse qui inscrit la place de ce qui cause l'écriture. Proust a exemplarisé cette opération rétroactive dans la logique qui fait conclure le parcours de son héros par le temps retrouvé, où Marcel rencontre sa vocation et s'apprête à écrire le roman qui approche déjà de sa fin. Julien Gracq y voit le propre du roman, notant que les signaux que celui-ci émet portent délibérément sur ce qui change ou va changer. Et les plus significatifs peut-être portent sur ce qui va changer à terme, le temps verbal d'élection du romanesque étant sans doute non pas le futur, mais, si le temps n'existe pas dans la conjugaison, c'est pourtant son mode de projection vers l'avant qui anime la fiction, le futur ultérieur. Dès lors, l'écriture mensongère et par contraste avec le modernisme structuraliste est porteuse d'une orientation postmoderne. Selon cette optique, tout discours a un statut de semblant, les formes et conventions sociales, les apparences, sont regardées avec suspicion à partir d'un point de vue extérieur. Tous les signifiants sont pris dans une construction singulière qui n'est valable que pour la seule œuvre qui leur donne existence. Aussi recouronnent à des tournures comme « Le monde du père Corot » et « l'Italie de la Chartreuse de Parme ». Contrairement au modernisme, qui postulait l'autonomie et l'universalité du symbolique, la prééminence des structures sur la substance, on a pu affirmer que la seconde démonstration du structuralisme est celle de la relativité des structures. L'anhistoricité des structures, dans le modernisme, cède ainsi la place à un historialisme généralisé des structures. Ce que l'on relève ainsi sur le plan des idées à notre époque représente une évolution que l'écriture fictionnelle avait pratiquée bien avant que la pensée universitaire ne s'y vît conduite. Ce relativisme prend la forme dans le contexte du mensonge littéraire, de l'indétermination quant à la version qu'il conviendrait de privilégier comme étant la vraie, dans les récits contradictoires que nous offre Martreau, de Nathalie Sarraute ou les âmes fortes de Jean Giono. De cette manière, les réalités que la fiction romanesque propose à notre considération sont d'emblée et simultanément des signifiants commandant à notre croyance, l'illusion référentielle y aidant et sujette à la contestation, à la relativisation. L'écriture favorise l'éclatement des significations en disposant une complexité exponentielle. Au lieu de la soudure signifiant l'être, prétendant à une absolue nécessité, le lecteur de la fiction rencontre une dispersion, une dimension de contingence qui prive la lettre écrite de la consistance que suppose son placement selon un calcul minutieusement exact. Dans l'écriture fictionnelle, tous les éléments, quelque insignifiants et banals paraissent-ils, ont leur importance, mais l'étendue propre à la forme romanesque fait que l'on ne saurait cerner la fonction exacte de chacun. Lorsque Julien Gracq observe que la complexité du roman empêche un début de saisie intellectuelle précise, et que le mode de calcul qu'elle exigerait n'est pas encore né, il fait entendre que semblable opération est foncièrement impossible et n'existera jamais. Une telle aspiration visant un absolu du sens, se devrait de recourir à l'herméneutique du sens occulte, le sceau ou secret, évoqué par la Kabbala, démarche qui suppose un déterminisme total derrière chaque lettre de la Torah et postule un sens auquel on n'accède qu'en brisant la syntaxe, les mots, les lettres. La fiction affiche son caractère de mensonge en ne cessant de déjouer la rigueur et la rationalité structurelle. Les significations sont constamment présentes mais ne peuvent jamais prétendre à une autarcie qui leur vaudrait d'incarner la chose absente. Au lieu de se limiter à des réseaux de significations qui, eux, participent de l'univers commun caractérisé par la collusion SS, la fiction insère ceci dans ce qu'Henri Méchonic appelle les rythmes poétiques, non au sens de la poésie, mais au sens d'une poétique individuelle, telle que seule une œuvre littéraire en invente et s'invente par elle. Dans l'écart qui se creuse entre la chose absente, l'inscription de l'intime d'un côté et les significations cernables, les réalités représentées, de l'autre, le mensonge de la fiction rejette la contraction formelle du poème, inscrivant un point de départ, incipit, comme réponse au réel dont il fait ensuite le tour, en évoquant l'inessentiel, en parlant d'autre chose. 5. Au-delà de la vérité et du mensonge, énonciation et identification. Les jugements qu'autorise la dichotomie du vrai et du faux
peuvent se porter sur des énoncés concernant le monde considéré comme un objet extérieur, dans des contextes où prévaut la valeur référentielle des mots, mais la question du mensonge, elle, engage la dimension subjective, relevant de l'intentionnalité de l'homo mendax, ainsi que le souligne Vladimir Jankélévitch. Ce qui rend menteur le mensonge, c'est donc une disposition qualitative de la conscience, ce n'est pas le fait extérieur, épiphénoménal et moralement indifférent de dire la non-vérité, c'est l'animal sententia, comme dit saint Augustin, et non, rerum ipsarum veritas o falsita. Par conséquent, sans qu'il s'agisse en littérature, d'une intention malveillante ou intéressée, il importe d'examiner comment s'inscrit dans un dire, le sujet parlant qui est représenté par des signifiants et incarné dans une écriture. A. Les pronoms. Dès lors que la fiction se révèle frappée d'un statut de mensonge, se posent les questions: qui parle et de quoi parle-t-on quand on prend la parole? Dans la conception traditionnelle, ou dans la pratique quotidienne, le je parle à partir d'un moi pleinement assumé qui suppose maîtriser le contenu et la portée de ses énoncés. Cela autorise chacun à parler indifféremment de soi ou du monde, en employant les outils d'expression adéquats. Cependant, avec la dimension de l'énonciation s'affirme la singularité subjective, au prix d'une perte du côté de l'identité à soi. L'énonciation défait la conception psychologique des personnages et du narrateur, permettant de mettre en jeu un mode d'être, celui de l'être parlant où chacun se trouve interpellé. L'énonciation prend son assise sur le pronom je qui, par sa qualité déictique, ne peut que renvoyer à un référent absent de l'énoncé. Pour cette raison, le sujet de l'énonciation n'est pas justiciable d'un quelconque appariement du type SS, ce que démontre l'exemple classique et fallacieux du Crétois, d'après Épiménide. Celui-ci est libre de dire tout ce qu'il veut sur lui-même, puisqu'il n'est pas un objet de connaissance mais sujet d'un dire s'instituant dans son adresse à l'autre. Lacan le souligne quand il complète la phrase de Boileau et déclare: le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Or, la dimension de l'adresse est constitutive de toute pratique du langage, quel que soit le pronom utilisé. Ainsi, Gérard Wageman a logifié la place de l'objet de la création, situé au croisement entre le jeu de l'artiste, le destinateur, le tu du lecteur-spectateur, le destinataire et entière, l'œuvre d'art effective, matérielle, le message. L'adresse entraîne une coupure, semblable à celle dont témoigne l'incipit, où se produit la chute de l'objet qui par son extraction même cause le désir. La mise en forme explicite, matérielle, de la dimension de l'adresse et de l'énonciation dans certains livres modernes, chez Duras, Beckett, Butor, sert à mettre en valeur et à rendre visiblement opérant cet aspect de la création, en privant le roman ou les formes qui lui sont apparentées de son étayage imaginaire. Le langage s'en trouve mis en relief comme mensonge et comme vrai, dans la relativité de ses effets de signifier. Le partage de la fiction entre son effet de réalisme objectif et sa dimension subjective déterminée par l'adresse langagière, se voit mise en relief dans certains récits bibliques. Ainsi, quand le roi David recourt à une ruse crapuleuse, commandant à son capitaine Yoav d'affecter Uria à l'endroit le plus dangereux de la bataille pour qu'il se fasse tuer et laisse ainsi sa femme, Bathsheba, libre d'épouser le roi, le prophète Nathan ne vient pas lui adresser des récriminations de manière directe. Au contraire, il prend un exemple fictionnel, lui racontant l'histoire d'un homme riche qui pour fêter l'arrivée d'un invité chez lui, s'empara de la brebis d'un homme pauvre, 2 Samuel 12, 1-4. Interprétant ce récit comme une demande de proférer un jugement, David s'indigne, déclarant l'homme riche qui aurait agi ainsi digne de mourir. Seulement alors le prophète lui rétorque-t-il: cet homme, c'est toi, 2 Samuel 12, 5. Dans ce texte, la narration à la troisième personne manifeste sa fonction de délester le sujet de la charge immédiate de l'accusation, le laissant libre d'adhérer au récit et de juger la problématique de la situation ainsi représentée comme s'il s'agissait d'un autre, sans qu'il soit incité à activer ses mécanismes de défense. L'interprétation c'est toi intervient dans un second temps, mettant l'auditeur face aux conséquences subjectives de son propre jugement. Ainsi, à la ruse meurtrière du roi s'oppose une fiction qui déplace l'enjeu et fait advenir la vérité comme effet subjectif. Le mécanisme linguistique dont l'épisode biblique montre l'articulation à l'aide de ces deux temps fictionnels trouve son unité chez Proust dans une logique d'écriture, susceptible de faire du lecteur du roman le propre lecteur de soi-même, combinant ainsi la troisième personne de la représentation fictionnelle avec la charge subjective propre au pronom déictique.
Cependant, à l'inverse de cet effet de nouage entre l'objectif, le récit à la troisième personne et le subjectif, l'ancrage de l'énoncé fictionnel dans l'instance d'énonciation se montre aussi susceptible de subvertir la représentation du monde objectif, support de l'unité du moi, mettant au premier plan l'impossibilité du langage à représenter l'être du sujet. Dès lors que ce langage qui vient de l'autre ne paraît plus adéquat à offrir un habillage imaginaire au sujet, grâce auquel celui-ci peut s'identifier à son moi, il se révèle dans sa dimension d'étrangeté, d'extériorité. C'est ainsi que, dans Le Vice-Consul de Duras, le protagoniste exprime son impuissance à partager avec Anne-Marie Streeter ce qui lui importe le plus, puisque tout ce qu'il pourrait dire serait faux, sans rapport avec sa vérité subjective. Les mots pour vous dire à vous, les mots de moi, pour vous dire à vous, ils n'existent pas. Je me tromperais, j'emploierais ceux, pour dire autre chose, une chose arrivée à un autre. Dans un autre registre, le narrateur de l'Innommable de Beckett décrit l'extériorité et l'étrangeté des mots qui, pourtant, offrent l'unique moyen pour le sujet d'exister. Pour ce narrateur, les mots représentent la volonté d'un nombre de ils étranges, oppressants et malveillants, qui aspirent à s'imposer au sujet pour l'emprisonner, pour me faire croire que j'ai un moi à moi et que je peux en parler comme eux du leur. C'est encore un piège pour que je me trouve soudain, crac, pris parmi les vivants. Ce qui fait jour alors, c'est au-delà de l'écran des significations et de la réalité que celles-ci paraissent composer, l'opacité de l'objet déchu. Les mots ne servent plus qu'à désigner leur manque à signifier, cette part de réel qu'ils ne prennent pas en charge et qu'ils engendrent comme leur dehors. Le pronom il que la réalité identifiée comme l'objet maîtrisé, devient le ça de la chose menaçante, innommable, le sujet dans sa radicale étrangeté pour lui-même. B. Identifier. La vérité et le mensonge fondent leur statut et leur effet sur la possibilité d'identifier, de déterminer où se situe une vérité localisable et le faux dont il faudrait la distinguer. Or l'usage des pronoms met en question la possibilité d'identifier une réalité consistante, justiciable des valeurs de vrai et de faux. Ils servent bien davantage à cerner le lieu d'une absence de signification, à donner corps à l'effondrement des représentations. Il s'agit maintenant d'examiner comment le nom, servant à identifier, répond à cette défaillance dans le contexte du roman. Tandis que, ordinairement, on considère que le nom propre permet d'identifier une singularité de manière référentielle, cette qualité devient moins assurée dès qu'il s'agit de littérature. Mise en circulation à travers l'être ensemble du roman, les noms prennent l'aspect de prête-noms, tous les noms y sont faux, inventés, susceptibles de changer. Pourtant ils paraissent aussi comme la seule réalité valable dans ce cadre et dussent-ils changer, se révéler faux, on peut penser à Vautrin, alias Jacques Collin dit Trompe-la-Mort dans le Père Goriot. Ils ne cesseront de coexister au sein de l'œuvre. Le lecteur n'est autorisé à en écarter aucun au nom d'une quelconque vérité supérieure. On est conduit alors à remarquer que les noms propres sont moins propres qu'il n'y paraît. Étendant le champ de ces observations au-delà des conventions européennes, Lévi-Strauss postule que le nom propre fait partie du système de classification et que finalement c'est un nom d'espèce, et non d'individu. Il souligne que les noms propres représentent des quanta de signification au-dessous desquels on ne fait plus rien que montrer. À ce titre, loin de simplement désigner, les noms propres représentent une limite, telle que l'illustre l'exemple d'Adam dans la Genèse. Celui-ci passe en revue le nom des bêtes, la série de ses noms communs, y compris le nom de l'homme, mais au lieu de découvrir son équivalent dans cette énumération, il se trouve en porte-à-faux par rapport à celle-ci, en un endroit de rupture. Ainsi, Éric Laurent note que le nom a toujours deux versants qui relèvent d'une fonction. La nomination fait apparaître un vide de description, un trou dans la dimension du sens. Les noms font trou dans le sens et le brochent en même temps. Ils viennent à indiquer le lieu de la jouissance et de la défense du sujet contre elle. Le fait que le nom propre ne soit pas radicalement extérieur à tous les autres signifiants suggère que ceux-ci sont aussi susceptibles d'être des signifiants du sujet. Ce dernier n'en possède aucun nom propre. Par la même logique, le nom propre révèle son insuffisance pour désigner une singularité, induisant la nécessité de divers compléments pour distinguer son référent. Ainsi, le roman réaliste cherchait à compléter le nom du personnage par ses attributs, ses traits distinctifs, ses actions, ceux de ses auxiliaires et de ses antagonistes,
Au moyen de cet artifice, l'identité du héros se dotait de l'extension nécessaire pour donner au lecteur l'illusion de sa réalité. Loin de consolider les identités, la multiplicité de noms, personnages, lieux, actions, qu'un roman fait défiler témoigne de l'impossibilité de nommer l'être du sujet, dessinant le vide qui le constitue. On peut évoquer, à titre de comparaison, la Kabbala pour laquelle tous les noms contenus dans la Torah sont les noms de Dieu. Tous sont autant de prête-noms destinés à pallier l'absence fondamentale de noms. En effet, selon la Genèse, l'homme est fait à l'image de Dieu qui lui n'en a pas. En raison de cette absence de noms, l'écrivain doit s'essayer à chacun des noms qui, noms communs comme pronoms déictiques, sont autant de réalisations imaginaires, appartenant au discours effectif, et en tant que tels, se révèlent impuissants à cerner définitivement l'insondable singularité du sujet. La question se pose alors: pourquoi l'artifice du personnage, le recours au mensonge du récit romanesque si tous les noms révèlent à ce point les limites de leur capacité d'asseoir une identité? On peut avancer l'hypothèse que ces artifices humanisent le roman, portant au niveau de la macrostructure une identité humaine. Ils servent de sorte d'armature face à ce que Deleuze appelait le devenir animal, ou le devenir étranger de l'écriture. Par leur truchement, l'auteur arrime une identité destinée à entrer dans un rapport dialectique avec la métonymie de l'écriture qui sans cesse divise les identités. La dialectique de l'écriture fictionnelle démontre à quel point il faut, au personnage, ses compléments et combien celui-ci se trouve dans un rapport de contiguïté avec les choses qui l'entourent et qui elles aussi, incarnent son nom. Comme le souligne un texte comme l'Innommable, l'identité du personnage, soumise aux effets de l'écriture, se voit dilapidée dans l'extériorité, portée au dehors par la multiplicité des noms qui se succèdent dans le déroulement fictionnel. Face aux autres noms qui sont non humains et provisoires, l'identité humaine du personnage semble chargée d'indiquer au lecteur qu'il s'agit, dans la fiction, d'une manifestation de l'être parlant au sein de ses représentations et non d'une nature brute, congédiée comme objective. Dans la littérature, chaque nom signe son caractère provisoire, comme le fait aussi chaque œuvre, quelle que soit la satisfaction que procure l'achèvement de celle-ci, le sentiment d'y avoir cerné une vérité, l'écrivain et le lecteur s'y nourrissent d'une insatisfaction désirante. Traversant les vérités et les mensonges partiels, ils restent portés vers l'œuvre suivante comme un nouveau point de capiton provisoire ou bien, à l'instar de Proust, ils reviennent sans cesse vers la même œuvre pour la creuser, pour que la recherche du nom supplée à la certitude de son absence. C. Absence d'identité, absence d'auteur. La pratique de l'écriture à l'époque moderne a remis en cause notre conception de la représentation en mettant au premier plan ce qui échappe à la spécularisation et à l'identification. À travers l'équivoque des signes miroitants, l'écriture moderne fait entendre l'extériorité impersonnelle qu'évoquait Deleuze quand il affirmait que la littérature ne se pose qu'en découvrant sous les apparentes personnes la puissance d'un impersonnel qui n'est nullement une généralité, mais une singularité au plus haut point. La littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire « je ». Au cœur même du sujet se trouve non un intérieur dont il peut se revendiquer et auquel il peut s'identifier, mais un dehors que l'écriture a pour mission de faire advenir comme objet créé. C'est ainsi que Paul Valéry se décrit paradoxalement, comme en tête-à-tête avec ce qu'il est de plus soi et de plus impersonnel. Et Henri Michaud évoque « un centre de moi-même si intérieur que je l'ignorais ». Cette présence sans volonté, réfractaire à tout savoir, constitue une instance radicalement aliénante, négatrice des illusions d'autonomie subjective et des épanchements expressifs. Se situant en dehors de la chaîne des signifiants, cet objet se signale comme cause de l'écriture, ne cessant d'insister comme son référent. Il participe du vide à propos duquel Michaud a si bien écrit en parlant de son expérience de la mescaline. Violent, actif, vivant. Averse de vide, qui sans cesse revient, revide, ne dépend de rien, n'a pas de raison de s'arrêter, qui dissipe tout ce qui est autre que vide et souverainement oblige à n'assister qu'au vide, à se rassasier de vide. Ce vide, cette chose représente l'autre absolu du sujet que celui-ci en écrivant cherche à retrouver, sachant pourtant qu'elle est radicalement introuvable, comme l'exprime François Regnault. Cet objet n'a jamais été perdu, quoi qu'il s'agisse de le retrouver. Cet objet n'est même pas dit. Il se glisse entre les mots et les choses, dans l'illusion qui croit que les mots correspondent aux choses. Plus on écrit,
plus on croit cerner la chose qui se propose comme origine de l'écriture, plus elle échappe, se montrant comme radicalement autre. Ainsi, alors que le trou dans le système signifiant rend le mensonge possible, rien ne garantit le vrai du vrai, aussi rien n'interdit quelque mensonge que ce soit, cette liberté révèle son versant de contrainte, imposant un impérieux lestage sans contenu discernable. Ainsi, l'écrivain cède l'initiative au mot, selon la formulation de Mallarmé, devenant le véhicule pour cet autre qui écrit. Là où le mensonge et la vérité en appellent au déchiffrage de l'intention cachée du menteur, l'écriture moderne pose un renversement, un retournement de gants qui renvoie dos à dos le mensonge et la vérité, situant tous les deux sous le regard d'une instance autre. Celui qui écrit ne peut s'appuyer sur une autorité susceptible d'instituer une rectitude des significations et des représentations. Le message du locuteur lui revient, son contenu signifiant rapetissé, résonnant contre le vide qui l'habite. Celui-ci constitue son lieu d'adresse qui, par voie de retour, lui dicte son écriture. Les rôles se renversent et dans la mesure où les paroles du sujet anticipent sur leur sens, l'écrivain traque les mots qu'il écrive. Comme que l'a exprimé Edmond Jabès dès l'ouverture du livre des questions, « Tu es celui qui écrit et qui est écrit ». Loin d'être une innovation, ce retournement participe de la structure même du langage que la Bible traduit sous la forme « Ve'achir Meshorer », le chant chanteur. Mallarmé, pour sa part, parle du poème « énonciateur dans crise de vers ». Ainsi, le je qui écrit est, comme le déclarait Rimbaud, un autre. Dans la dépossession qu'opère l'écriture. Ce qui reste possible comme vrai, c'est le style, c'est-à-dire la manière singulière d'aborder cette part d'intraitable. À travers les mots qui servent à tramer un discours, qui oscille entre vrai et faux selon les explications et réfutations, ce n'est pas un sens mais l'objet qui est visé, ainsi que l'explique Joe Hattier. Le sujet, lui, ne sait pas que ce qu'il vise et qui le guide, c'est l'objet. C'est l'objet qui projette le lieu d'adresse pour tout un chacun. Nathalie Sarraute confirme « On ne peut avoir n'importe quelle forme pour un objet donné ». Et elle précise que l'objet représente l'enjeu du style, le seul critère de sa rectitude. Le style, à ses yeux ceux de l'écrivain, ne pouvant être beau qu'à la façon dont est beau le geste de l'athlète, d'autant plus beau qu'il est mieux adapté à sa fin. Sa beauté, faite de vigueur, de précision, de vivacité, de souplesse, de hardiesse et d'économie des moyens, n'est que l'expression de son efficacité. Dans cette perspective d'adéquation et d'efficacité, le style se construit hors vérité et mensonge puisqu'il n'est pas justiciable des questions de sens. Quand il s'agit de vérité, son inscription dans un certain universel permet d'en avérer la conformité par des individus autres que le sujet. En revanche, le style vise un traitement de l'impossible, une manière de le cerner et de le faire exister qui requiert le plus grande exactitude mais dont aucun ne détient entièrement le secret, même pas celui qui élabore ce style. Ainsi, au-delà de sa mascarade consistant à dénoncer l'universel mensonge et à clamer des vérités, Céline se décrivait justement comme un styliste, un coloriste de mots, cherchant à faire surgir dans l'écriture le chant de l'âme. En élaborant sa petite musique, il cherchait non à fixer le sens mais à faire résonner une voix. Il visait à imprimer aux phrases, aux périodes une certaine déformation, un artifice tel que lorsque vous lisez le livre, il semble que l'on vous parle à l'oreille. Le mensonge littéraire participe d'une esthétique de l'impur, prenant parti de l'impossible où la vérité perd ses droits. Certes, l'écriture implique le maniement des idées, des discours, les mots de la tribu. Aussi se situe-t-elle en continuité avec la cité, s'alliant à ses vérités, se compromettant dans ses mensonges intéressés et conservateurs. Cependant, elle ne cesse de se refuser aux tribunaux des normes établies, des étalons ancrés dans les croyances collectives. Ainsi, l'écriture ne vit que de la possibilité qu'elle offre d'élaborer des mensonges nécessaires, de détourner les significations pour révéler dans les mots et les articulations leur fonction d'appareillage de ce lieu de l'écriture que Duras appelle l'intarissable. Toujours hors la loi, le sujet vit en effraction dans le langage qui lui donne existence. Le mensonge d'écriture donne corps et voix au sujet dont l'être ne se contient pas dans la sédimentation des signifiants mais s'inscrit comme manque, comme ratage, seul à instituer sa langue. Les noms du mensonge sont légion, mendacité, dol,
artifice, factice, invraisemblance, postiche, faux-semblant, tricherie, trucage, trahison, parjure, déloyauté, double jeu, calomnie, hypocrisie, tartufferie, flagornerie, flatterie, séduction, mascarade, imposture, feinte, leurre, déguisement, dissimulation, duplicité, ambiguïté, supercherie, contre-vérité, mystification, escroquerie, fraude, ruse, contrebande, contrefaçon, plagiat, usurpation, fourberie, rouerie, affabulation, simulacre. Bon nombre de ces formes trouveront leur place dans ce livre. Les chapitres qui suivent traitent des différentes manières dont les auteurs de notre époque composent leurs mensonges. Chacun traite celui-ci à la fois comme un thème et comme un élément de sa construction littéraire. Dans l'œuvre de ces écrivains, le langage se révèle à la fois marqué d'une faille et comme semblant nécessaire. Nos études abordent la thématique du mensonge à partir des occurrences immédiatement repérables, pour mieux discerner ensuite la portée de cette problématique dans l'acte de la création littéraire. Note. 2. Jean Giono. De l'imposture poétique au mensonge fictionnel. 1. Le mensonge, entre vérité et abîme. Le mensonge s'affirme comme un thème fondamental s'il en fut chez Giono. Un thème emblématique qui souligne une singularité, une orientation, une éthique. Pour ce conteur hors pair, mentir est consubstantiel à la création fictionnelle, la condition de sa genèse, la source de ses qualités vivifiantes. Plus qu'une option ou une préférence, le mensonge traverse l'œuvre et la vie de Giono à la manière d'une impossibilité de ne pas mentir, reformuler, transformer. Chaque prise de parole donne lieu à une nouvelle représentation, à une autre version des événements évoqués. Ainsi que Giono l'explique. La vérité occupe une certaine place dans l'espace, que vous le vouliez ou non. Et si vous devez créer quelque chose, un personnage ou un paysage, qui ressemble à un personnage ou à un paysage réel, vous êtes obligé de le créer à côté. Je suis obligé de le créer comme ça. Je ne pourrai jamais être un journaliste, décrire un fait divers qui s'est passé sous mes yeux. Il ne s'agit pas, comme le note Pierre Citron, de mensonges calculés, intéressés, car il les détestait. Le mensonge apparaît d'abord comme l'affirmation des vertus de la création face à une conception de la réalité comme ce qui va de soi. Ce sur quoi on a tendance à supposer que chacun est nécessairement d'accord. Les épisodes que l'invention gionienne, et la volonté d'y accorder foi, a réussi à susciter ne manquent pas de piquant. Il en va ainsi dans la célèbre affaire de l'homme qui plantait des arbres. Ce court récit était initialement écrit en réponse à l'appel du Reader's Digest, en 1952 à des textes pour sa série « The Most Unforgettable Character I've Met ». Le récit que Giono proposa finit par être rejeté, après enquête, puisque les faits qu'il y relatait ne traduisaient pas une vérité historique. Pourtant, Giono avait répondu malicieusement au libellé en exploitant l'équivoque du terme caractère, personnage, donnant forme, comme le montre Marcel Neveu, à une vérité subjective, la sienne propre et celle de ses lecteurs. Cette vérité non factuelle ne manqua pas de s'inscrire dans une réalité événementielle, trouvant un écho auprès de nombreux lecteurs de par le monde qui venaient arpenter la Haute-Provence sur les traces de ce personnage, porté par un enthousiasme qui n'avait rien de fictif. Étant traduit dans de nombreuses revues écologiques dans diverses langues, ce récit acquit un statut quasi mythique. Notamment, quand les éditions Urachhaus de Stuttgart s'apprêtaient à publier un recueil de biographies de personnages réels, Giono leur répondit avec humour, écrivant sur la lettre de l'éditeur « J'ai donné une photo de ce personnage inventé ». Le livre Le Serpent d'étoiles, écrit en 1930, offrit une autre occasion de ce genre de malentendu, où la fiction croise la réalité, mettant en jeu le désir des lecteurs de croire à l'existence de personnages et d'actions évoqués par la création littéraire. Ce texte bref inclut un drame des bergers, dont la scène 4 bénéficie d'une transcription littérale. Dans ce genre d'affabulation, Giono réussit à merveille et beaucoup étaient prêts à croire à la véracité de ses inventions. Notamment, Darius Milhaud projetait de mettre en musique certains passages de ce drame champêtre et souhaitait assister à des manifestations semblables. Devant son insistance, Giono dut finir par avouer qu'il s'agissait d'une pure fiction, revirement que Milhaud ne le lui pardonna pas. Ces deux anecdotes soulignent l'enthousiasme, voire la passion que Giono savait éveiller chez les lecteurs de son époque, phénomène qui portait à conséquence dans la réception de son œuvre. Au cours de cette étude,
nous aurons l'occasion de saisir comment le mensonge ionien touche en sa structure à cette confluence entre l'invention, la réalité factuelle et le désir propre de ses lecteurs. 1. Naissance de l'Odyssée, l'apprentissage du mensonge. Nous pouvons juger de l'importance que Giono accorde au thème du mensonge, et la forme qu'il lui donne, dans son premier livre intitulé Naissance de l'Odyssée. Œuvre de jeunesse écrite de 1925 à janvier 1927, ce texte fut initialement rejeté par les éditions Grasset qui le considéraient comme un simple jeu littéraire, INI, 834, jugement qui signale un écart par rapport à l'importance spirituelle ou sérieux que l'auteur attribuait à l'invention poétique au cours des années 1930 mais qui semble annoncer dans une certaine mesure l'artifice et la mystification qui dominent dans beaucoup de ses œuvres d'après-guerre. Ce livre prend la forme d'un récit de Genèse, partant de l'hypothèse que la verve mensongère d'Ulysse aurait été à l'origine de l'épopée homérique que nous connaissons. Son déroulement nous fait suivre l'apprentissage de son héros dans le mensonge, cheminement qui offre une forme d'allégorie de l'écrivain affabulateur. Pour situer l'ère dans laquelle le héros élabore sa pratique du mensonge, le narrateur présente deux contre-exemples. Le personnage d'Archia, délirant, possédé par la force divine, se tient aux limites du langage mensonger. Soudain, d'Archia gonflé comme une éponge, s'y ruait un rêve torrentiel. En hurlements étouffés, il parlait de ses dieux. Ulysse en tremblait chaque fois, mais cette parole l'emportait à travers l'étrange pays où les dieux sont autre chose que les conventionnelles figures de marbre. 9. La parole irrépressible d'Archia est insufflée par les forces invisibles de derrière l'air, 31. Son langage désarticulé, manifestation de voix venues d'ailleurs, témoigne d'une parole qui est mensongère puisque porteuse d'un savoir qui paraît autre, qui ne conforte pas la vision commune du monde. Comme il est dit de la parole d'Ulysse, ta phrase est comme un amandier chargé de gui. Elle veut dire autre chose qu'elle ne dit, 33. Bien qu'il incarne une manifestation du divin, ce personnage apparaît comme davantage parlé par les dieux que porteur d'une parole. Ne possédant pas la capacité d'élever cette magie à la hauteur d'une création littéraire, il ne saurait être conteur. Malgré son impuissance, Archia témoigne de l'écart entre signifiant et signifié qui est susceptible de marquer même une parole de vérité au coin du mensonge. Dénonçant l'esprit prosaïque d'Antinoüs, soucieux d'une exactitude chiffrée 90, l'auteur fait remarquer que cette forme de vérité se rapporte à une réalité consensuelle agréée par le plus grand nombre et revêt un caractère normatif. Ainsi les habitants d'Ithaque affichent leur adhésion à l'idée de la vérité, tout en exploitant de manière intéressée les écarts constitutifs du langage. Tous ils abritaient leur sensible amour-propre sous des mensonges adroits, vraisemblables, en instillant le vin de leur cervelle dans la fade piquette des événements réels. 81. La collectivité prétend ainsi garantir le sens des mots et assurer la possibilité de les détourner. Le fils du protagoniste, Télémaque, participe à cette même pratique mais en révélant sa dimension passionnelle. Revenant des voyages à la recherche d'Ulysse, il tenait à se faire connaître pour ses aventures. Cependant, il se rend responsable de son échec. Il racontait de façon très désagréable, en dardant sur l'auditoire deux yeux illuminés de braises méchantes. La moindre interruption le jetait debout, frémissant, ruisselant de jurons, d'imprécations et de menaces. Ainsi, il fatigua tout le monde avec des récits véritables. 113. Télémaque incarne l'anti-Ulysse car sa manière de raconter montre ce personnage, non soucieux de transmettre la vérité des faits, mais plutôt vindicatif et rancunier. Le choix qu'il fait de raconter ses expériences avec une exactitude tatillonne exprime la revendication hargneuse de faire avaliser ses propos par les autres. Il n'éprouve aucun besoin de séduire ses auditeurs. Or, pour qu'une parole de mensonge puisse se déployer, il faut la perception d'un manque dans le langage, quelque chose dont l'autre ne peut répondre et qui nécessite l'investissement du conteur pour capturer l'intérêt de son auditeur. Contrairement au discours de Télémaque, le mensonge d'Ulysse prend forme dans la mesure où celui-ci comprend que l'autre ne détient pas la clé du sens de ses paroles, bref, que les dieux sont morts. C'est dans ce sens que se développe l'apprentissage du protagoniste. Chez Ulysse, l'écart entre signifiant et signifié ne sert pas à conforter son amour-propre, pas plus qu'il n'alimente une attitude vindicative. Il éveille plutôt un sentiment d'étrangeté. Ulysse éprouve une certaine aliénation face à sa parole car il perçoit qu'il n'est pas entièrement maître de ce qu'il dit.
Le plus ébahi de tous était certes Ulysse, car la voix était sortie toute seule de lui-même. 27. Il s'éprouve, comparable en cela à Archia, parlé par une instance autre. En effet, ces récits de voyage prennent des dimensions disproportionnées par rapport aux mots qu'il avait initialement prononcés car ils se répandent et lui reviennent transformés. Au long de son voyage, de halte en halte, Ulysse retrouve dans la bouche de tous son mensonge grossi par tous les mensonges des autres. U119. Ce personnage du menteur s'aperçoit comme la cause insignifiante et involontaire de ses propres inventions. Le mensonge n'est donc pas, au départ, une activité grâce à laquelle le menteur produit une réalité conforme à ses souhaits. Au contraire, il engage les mêmes forces qui possédaient Archia. Cependant, alors que celui-ci pâtissait de la fureur divine, Ulysse doit apprendre à manier une parole qui se présente comme son allié et dont la puissance lui échappe. Son récit mensonger fait paraître Ulysse, ce héros inapte au combat, comme un dieu aux yeux d'Antinoüs qui panique et s'enfuit devant lui. Quelle était cette force immense, épandue dans l'air, cachée sous l'eau, et contre laquelle il s'épuisait? 94. Cette force ne doit rien manifestement aux qualités physiques de son ennemi. Elle dépasse Ulysse même qui se demande « Qui donc a lutté pour moi dans cette lutte ?» 98. Une telle violence ne peut que prendre le nom des dieux 106. Par contraste avec ce mystère, Ulysse apprend que cette parole étrange, mensongère, qui inscrit ses effets réels, est aussi productrice de beauté. À cette condition, le mensonge peut recevoir le nom de vérité, ainsi qu'il est suggéré dans la parabole du galet et du saule que relate le personnage du philosophe Callimachès. Dans ce passage, la vérité poétique qu'il s'agit d'atteindre en lançant un galet se situe à la place du saule qui s'élève hors de la réalité prosaïque, ou au-dessus de cette bouche sombre de l'eau, où un Archia risquait de succomber aux forces divines. Vois, le galet bondit sur l'eau molle, bondit en bond de plus en plus court, puis manquant de force, il s'enfonce et se noie. 115. En effet, le galet qui n'est pas porté par un geste précis, qui n'est pas animé par le désir, ne trouve pas la force de s'élever au-dessus de la boue. Ainsi, bien qu'il ne se noie pas comme son prédécesseur, un nouveau galet qui est lancé se contente de justifier sa nouvelle assise. Pour celui-là, la vérité c'est ce lit de boue où il tombe sur l'autre bord. 116. En revanche, le poète vise à réaliser un geste vif et exact qui atteindra une image de beauté. Malgré cette apparente adéquation à la vérité du désir, Callimachès précise que ce galet-là ne saura pas, parce qu'il s'abolit au profit de la magnifique image qui habille la divinité. Ce qui différencie Ulysse d'Archia, c'est que l'altérité qui habite le premier prend une orientation sexuée. Son mensonge se développe sous la forme d'une magnifique érection qui trahit un élan de désir. L'image du saule, qui traduit une forme de réconciliation avec cette manifestation, n'est pas le seul passage où l'auteur indique cette portée, il en existe d'autres. Son mensonge se dressait devant lui, 50. Il lui revint d'avoir obéi la nuit passée aux sollicitations de sa fantaisie et dans des proportions où jamais son mensonge ne s'était gonflé. 36 à 7. À l'instar de Pinocchio, son frère cadet en affabulation, Ulysse se sent d'abord gêné que son mensonge soit offert au regard de tous. Il eut un petit frisson, la présence de son mensonge l'effrayait. Il était dressé dans le temps passé comme un arbre sur la plaine rase. Il ne pouvait pas faire qu'il ne soit pas. 48. Ulysse est d'abord tenaillé par un sentiment de culpabilité, par l'idée qu'il y aurait un prix à payer pour son autonomie dans la parole. Sa première crainte est à l'égard des dieux. J'ai juré le nom des dieux? Je me suis mêlé à leur vie terrible. Pourquoi? J'ai attiré leur œil sur moi. Étais-je pas bien caché dans les herbes? Je les ai défiés par le dard de ma langue. 37. Que je sois changé en baudet si je mens, dit Ulysse, aussitôt inquiet il épia le bruit des dieux dans la forêt. 30. Son appréhension d'une rétribution divine se révèle pourtant infondée. Le courroux divin pouvait le foudroyer sur la montagne, quand il avait la bouche encore pleine de son histoire, il ne l'avait pas fait, il ne le ferait plus. 81. À ce moment, le menteur rencontre la défaillance de l'autre, l'absence d'un garant de la vérité. Le langage prend un statut de friction, dès lors qu'il consacre l'impossibilité de tout dire, de réaliser l'adéquation entre le réel et les représentations. Par conséquent, le mensonge n'est pas seulement permis mais il est nécessaire en tant que semblant.
Ulysse ne se sent pas pour autant libéré de ses peurs car la menace lui semble omniprésente. Il redoute des représailles de la part des autres, de ses pairs. Il savait qu'il allait être traqué par les plus féroces chasseurs de mensonges, les menteurs eux-mêmes. 82. Il a également peur d'Antinoüs qui a usurpé sa place auprès de Pénélope. 84. Et dont la force physique est supérieure à la sienne. Pourtant, les mensonges vantant la force d'Ulysse font paniquer son adversaire qui s'enfuit et se précipite par-dessus une falaise. 96 à 7. En dernier lieu, c'est son fils Télémaque qui représente une source de danger. À la fin du livre 119s, Ulysse découvre le moyen d'inventer d'autres mensonges, de devenir conteur. Il sentait gonfler en lui la floraison de récits nouveaux. 122. Télémaque nourrit alors une haine à l'égard de son père dont les récits commandent l'admiration de tous, alors que lui-même se voit frustré de la reconnaissance qu'il réclame. L'apprentissage d'Ulysse manifeste ainsi une progression au cours de laquelle celui-ci se détache des instances de l'autre. À la crainte de ses parents mythiques qui sont les dieux succède celle du semblable, du rival. À la fin, Ulysse est affranchi de ses craintes, il atteint un état de complétude grâce au pouvoir de sa parole, s'éprouvant, comme un de ces dieux de pierre debout sur le fronton des temples, et qui portent dans la nacelle de leurs mains jointes le symbole matériel de leur puissance. 122. La fascination béate Ulysse, se mirant dans son beau mensonge, s'exprime dans cette forme sphérique, cette rondeur qui clame son splendide isolement et annonce sa coupure d'avec la métonymie des discours qui risqueraient d'écorner son sentiment de plénitude. Cependant, une telle fin paraît trop belle pour convaincre. On sent que le mensonge ne pourra pas simplement s'élever vers les cieux, se répandre sans entrave dans un monde désormais voué à la beauté et au merveilleux. En effet, le lecteur a conscience que celui qui s'admire dans le miroir risque plutôt de voir surgir l'instance cachée qui commande à sa fascination. Certes, une force surnaturelle a porté secours à Ulysse et les divinités ont accompli les batailles à sa place, mais rien ne garantit que cette puissance obscure ne se retournera pas un jour contre celui qui s'en croyait le protéger. Là-bas était la force, et qui n'a rien à se reprocher. N'allait-elle pas éclater comme un pot chargé de bitume en fer? Sait-on jamais quand les dieux sont au service de la vengeance? 107. Au fond, rien n'atteste la mort des dieux, au surplus la menace à l'autonomie d'Ulysse est aussi portée par les hommes. Ainsi, au terme du récit, Télémaque représente une source possible de violence. Toi le porc, avait-il dit, je te crèverai. 118. Le fils d'Ulysse signe l'insistance d'une aliénation qui ne tardera pas à faire irruption dans le rêve du héros. Dans l'heureuse maison, Télémaque était comme une grande épine. Pas de jour sans dispute. 118. Ce personnage rancunier et malveillant menace de provoquer une rupture dans la bulle d'Ulysse, apportant des batailles, l'entaille mortelle au sein de la complétude imaginaire. La dichotomie qui apparaît ici entre l'autarcie engendrée par le beau mensonge et l'insistance des puissances de destruction n'est pas fortuite mais s'entend dès le projet de ce livre. Giono, ayant traversé la tuerie de la Grande Guerre, élit expressément l'Odyssée comme point de référence au lieu de l'Iliade. Il s'en explique ainsi, l'Iliade, c'était le feu et le sang, c'était rouge, tandis que là, c'était bleu, c'était vert, c'était dans les grands vents, 814. Nous voyons que ce choix correspond en effet à l'esthétique engagée par le menteur Ulysse comme celui qui cherchait à s'affranchir du rouge emblématique de l'Iliade, à la cruauté et à la violence des dieux. Ainsi, par le biais de Télémaque et face au triomphe de la parole labile d'Ulysse, en opposition à son autarcie rêveuse, insiste un lieu de violence aux couleurs du feu et du sang. Dans cette valeur du rouge, se trouve représentée une force de passion qui, à la différence du mensonge qui lui se fonde sur un manque dans le système signifiant, se nourrit de l'appui qu'elle prend sur un autre consistant, sur une violence qui trouve à s'exprimer dans la jalousie, la soif de la vengeance. De cette manière, le rouge vient s'imposer comme lieu d'une certaine vérité, où une part du personnage demeure assujettie à la jouissance des dieux. En contrepartie à la contemplation narcissique du personnage qui s'efforce de dénier ce qui excède le cadre de son image et qui permet à celle-ci d'exister, il reste un rappel à son aliénation fondamentale. Ce vers quoi Ulysse se dirigeait comme accomplissement dans le mensonge et comme désarrimage de la vérité, revient alors en force. Voir le retour de la violence peut se comprendre comme la conséquence directe de l'apprentissage du menteur, puisque cet appel à la vérité présente un certain avantage dissimulé.
Il permet d'éviter que le personnage ne voie ses représentations, et partant son existence, se réduire au statut d'un pur simulacre, dénué d'authentification. Alors que la vérité prosaïque se proposait comme un simple travers à dénoncer, la vérité rouge de la violence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.